Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au 3e épisode de la 7e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô? Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Josée Bazinet. C'est au secondaire que Josée Bazinet est initiée à l'improvisation. Elle devient rapidement membre de l'équipe d'impro de l'école secondaire catholique Garneau à Orléans, en Ontario, remportant plusieurs étoiles au sein de la Ligue secondaire, la LIM, la Ligue mineure de l'Est, et des matchs d'impro à la télévision Rogers. Son équipe gagne la finale du tournoi provincial de La Folie en 96. À l'Université d'Ottawa, elle joue pour la LIEU, la Ligue d'improvisation étudiante universitaire. Recrue de l'année, elle participe à sa première coupe universitaire au Manitoba en 1998 et en 99 la remporte avec ses collègues à Ottawa. Elle prend une pause de ses études universitaires pour faire du théâtre, mais reste active auprès de la LIEU comme arbitre et entraîneur. Elle est également juge pour la Ligue d'impro du MIFO, la nouvelle ligue scolaire qui remplace la LIM. Elle fait un retour comme joueuse à la LIEU en 2005. Elle choisit capitaine de l'équipe étoile et avec ses coéquipiers remporte la QI à Ottawa. En 2004, Josée remplace Nadia Campbell au sein de la troupe Improtéine et fait une tournée des écoles de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick avec eux jusqu'en 2006. Enfin, l'Acadie ou l'Acadien vole son cœur et elle déménage à Moncton où elle joue dans l'équipe des Jaunes de la Licume pour un an. De retour en Ontario, Josée joue pour diverses ligues d'impro, dont la Laitue et l'Acronyme. Enseignante d'art dramatique et d'art visuel à l'intermédiaire, elle continue de s'impliquer auprès du club d'impro dans son école à titre d'entraîneur et récemment, une autre intersection avec l'Acadie, elle joue dans la première saison de La Clique. Josée Bazinet, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et merci d'être ici. On parlera avec Josée de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de la préparation d'avant-match. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Eh bien, Josée, c'est comme un autre monde pour nous parce qu'on est très habitués, on connaît de long et en large l'historique de l'impro au Nouveau-Brunswick. Mais toi, bien que tu as joué ici, tu as commencé, tu as fait la majorité de ta carrière dans un autre univers complètement. Oui. Autre univers qui, quand même, on a beaucoup de similitudes. Moi, j'ai commencé au secondaire. Puis, on avait un club d'improvisation au secondaire en 9e année. J'avais pas beaucoup de confiance en moi en 9e année, mais j'avais des plus vieux à mon école qui étaient très connus. Ils faisaient beaucoup de shows d'humour, des spectacles d'humour. À l'époque, ils s'appelaient les Catalogues. Il y avait Patrick Groux qui faisait partie de ce groupe-là. Il y avait Jean Fournier, il y avait Patrick Bourbonnais. Donc, il y avait tous ces gens-là qui étaient très actifs dans la communauté franco-ontarienne, mais aussi comme un petit peu à Montréal. Donc, il y avait ce sentiment-là de fierté de la culture francophone au secondaire. Puis, aussitôt que je suis arrivée là, on dirait que ça m'a donné le goût de participer à ça, puis ça passait à travers l'impro. Alors, ils étaient tous des joueurs d'improvisation. Puis, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Mes amis me disent toujours que je suis drôle, puis pas beaucoup de confiance en moi, donc je vais m'essayer. Ça va changer en 9e année. Je vais apprendre à être plus dynamique, à parler devant le monde. Je vais faire de l'impro. C'est le club junior, impro junior. Puis après ça, en 10e année, ils m'ont pris dans le club senior. Puis après ça, ça a continué comme ça. Donc, on avait des clubs, je me souviens plus c'était quel jour de la semaine, là, mais c'était une fois par semaine, on avait des pratiques avec notre enseignante responsable, Madame Perron, qui a vraiment tout fait pour nous, débarrer la porte, nous donnait des stratégies, nous a accompagnés des tournois. Qu'est-ce qui parlait? Je pense que c'était Gwen qui disait que les profs couchaient sur des planchers de gymnase, là. Madame Perron a fait ça. Elle nous a accompagnés tout ça, mais nous, on l'aimait beaucoup, Madame Perron, puis elle nous a vraiment encouragés juste à simplement prendre des personnages, à parler devant la foule. Alors moi, mes débuts, c'était ça.
C'était le secondaire. Puis à travers ça, ben je me suis déjeunée un petit peu, puis j'ai pris des cours d'art dramatique. J'aimais beaucoup l'art visuel, mais à un moment donné, j'ai fait le choix pour aller en art dramatique. Et puis là, j'ai animé des spectacles. J'étais dans le conseil étudiant, puis dans la troupe de théâtre. Là, mais c'est vraiment l'impro qui a ouvert la porte à tout ça, dans le fond. Parce que vous autres, en Ontario, là, je veux comprendre comment ça marche. Parce que tu dis que tu as joué au sein de la Ligue scolaire, la LIM, la Ligue mineure de l'Est. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ici, il n'y a pas un... Il y a un réseau, puis on a des tournois, mais il n'y a pas une ligue. Il y a des ligues régionales. Mais comment ça marche, vous autres? Tout fonctionne avec le bénévolat des profs, dans le fond. Si je me trompe pas, vous autres, au Nouveau-Brunswick, pendant un certain temps, c'était les universitaires qui géraient les ligues ou les tournois secondaires. Nous, c'est plutôt des professeurs au secondaire qui se disent bon, on va se mettre ensemble puis on va faire un tournoi, on va faire une ligue. Donc, il y avait des enseignants qui ont décidé de former une ligue de toutes les écoles de l'Est ontarien. Puis il faut que tu comprennes comme l'Ontario, c'est gros. Fait qu'il y a peut-être une ligue dans le sud de l'Ontario, il y a peut-être une ligue dans le nord, mais moi, j'ai connu celle d'Ottawa, qui est dans cette région-là. Je sais pas, une fois par semaine, on se dirigeait soit dans une école, dans un gymnase, dans une bibliothèque. Puis, on arrivait par autobus, autobus de la ville ou autobus jaune. Puis, on jouait notre match. Et après ça, on s'en allait chez nous. Alors, on faisait ça une fois par semaine. Au printemps, il y avait le tournoi de la folie. Puis ça, c'était un gros tournoi. 32 écoles francophones en Ontario. Gros tournoi, très stressant. Mais en même temps, c'est le fun parce que tu apprends à connaître tous les différents styles. Comme c'est tellement gros, l'Ontario, que notre style est différent d'une région à l'autre. Si tu viens de London, par exemple, dans le sud de l'Ontario, ben ton accent va être un peu différent, tes références culturelles vont être différentes de quelqu'un qui vient de Castleman, disons, ou qui vient de North Bay. C'était vraiment comme une belle rencontre des différentes cultures franco-ontariennes. Là. Puis tu faisais des amis, là, tu faisais des amis de Windsor, puis là, tu les revoyais pas pendant comme un an, puis après ça, tu revoyais au tournoi d'improvisation. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais je peux dire qu'aussitôt que j'ai commencé à faire de l'impro en 9e année, j'ai pas arrêté. J'avais de l'improvisation une fois par semaine, puis j'avais des tournois, puis des jeux étudiants, comme des espèces de jeux olympiques, là, si tu veux, là, qui rassemblaient des différentes écoles ensemble. Donc, l'impro faisait partie, comme vraiment une partie intégrale de mon secondaire. Et bien reçu par là? Tu sais, par ici, il y a des écoles où c'est moins bien reçu, soit par les autres élèves, soit par la direction, des choses comme ça. Y avait-tu des luttes semblables en Ontario? Je sais pas à propos des autres écoles. Je sais que dans mon école, parce qu'on avait des plus vieux qui avaient beaucoup de succès sur scène, l'impro était très valorisé, le théâtre aussi, parce qu'il était bon. On les trouvait vraiment bons. Donc, on avait des idoles. Tu sais, je veux dire, quand on savait qu'il y avait un spectacle, des catalogues, ben, on remplissait la cafétéria, puis les élèves avaient hâte là, de s'asseoir. Puis, tu sais, on parle de l'Ontario aussi, où est-ce que, comme la langue cool, c'est la langue anglaise, parce qu'on est entouré d'anglophones. Mais d'avoir des jeunes qui réussissent à piquer la curiosité de d'autres plus jeunes, de faire « Oh non, le français, c'est le fun » sans dire « Le français, c'est le fun ». Mais comme il était tellement bon que ça l'a donné une cote d'improvisation où est-ce que l'impro était bien vu parce que c'était fait par du monde qui savait comment en faire. Donc, nous, c'était comme notre formation. Là, on les regardait, on les imitait, on faisait « OK, il fait sa blague comme ça, OK, je vais essayer ça. » Il se rapproche du public, OK, ben je vais essayer ça. Il joue un animal, OK, ben je vais me transformer en animal, puis je vais le faire parler. T'sais. On avait vraiment des bons modèles. Donc oui, c'était bien vu en Ontario. En tout cas, dans l'Est ontarien, oui. À Ottawa, Est ontarien, il y a quand même, comme moi, j'ai grandi en français, donc il y a quand même, je suis dans une région très francophone. Je sais pas comment c'est dans le sud de l'Ontario, mais je sais que souvent l'impro est comme l'étincelle qui garde le feu de la francophonie allumé en Ontario. Donc l'impro est comme bien vu de cette façon-là. C'est surtout pour les directions. C'est comme une des seules activités où est-ce que on dit, OK, on s'en va jouer, je sais pas moi, on va aller à Chapleau, qui est dans le nord de l'Ontario. Ils sont comme, OK, ça va coûter combien? Fait qu'ils sont comme, OK, d'accord. Parce qu'ils savent que l'impro, c'est quelque chose qui peut donner confiance aux jeunes, mais aussi, ça rentre vraiment dans ce mandat-là de garder son identité culturelle en vie, de mousser ça. Donc, c'est bien vu. On a mentionné dans ta biographie que tu as joué à la télé Rogers. Est-ce que ça aussi, ça crée une visibilité puis une acceptance de l'impro ou non? Quand tu joues de l'impro, t'es adolescente, puis là,
t'as une job un petit peu plus tard au Parlement du Canada, puis tu rentres, puis il y a un garde de sécurité du Sénat qui est comme « Hey, je t'ai vu à TV! » T'es comme « Oh my God, ça fait 5 ans, comme ça fait 10 ans que c'est... » Puis ça jouait en loop, là. Bien sûr. Mais ouais, je pense que c'était amusant parce que ça donnait la chance aux élèves de communiquer, de leur donner un peu de confiance, de dire comme check, t'es là, t'es à la télé avec d'autres élèves, avec d'autres jeunes. Fait que je sais pas, c'était une vraiment belle expérience, même si c'était un peu gênant là, quand tu deviens un adulte puis là. Même si quand tu joues à la télévision Rogers puis t'es déjà un adulte, ça reste embarrassant par après. Ah, oui. C'était-tu la Lia qui était télévisée? Ouais. Ouais, ça aussi, c'était en loop pendant 10 ans, là. Ouais, c'est bon. Le monde se faisait encore reconnaître comme 10, 15 ans après que ça va arrêter d'exister comme ligue. Fait que je comprends, fait que je peux m'imaginer avoir été un adolescent à ce moment-là. Comment ça aurait été pire. Tu sais, les impros sont pas toutes bonnes quand t'es ado, là. Non. Quand t'es adulte non plus. Non, mais le succès que tu décrivais des plus vieux, on trouvait que les plus vieux étaient bons, on avait des modèles. Ouais. Tu as fini par partager ce succès-là parce que toi aussi, là, tu vas puis tu gagnes le tournoi La Folie, puis tu deviens une étoile universitaire par après. Quel moment là que José Bazinet est devenu hot stuff en termes d'impro? Tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes impros. Je sais que Francis, mon mari au cas où, là, Francis Thériault, vous le connaissez? Oui, 2 épisodes passés, si jamais. Ouais, c'est ça. Lui, il a comme son impro du bunker, là, qui raconte en détail. Mais, moi, tu sais, il y a des gens qui vont faire, tu te souviens-tu de cette impro-là? Je me souviens pas beaucoup. Mais, je sais pas. Moi, je pourrais dire, en tant que joueuse, je me suis sentie beaucoup plus confortable à l'université. C'est là que j'ai vraiment appris comment jouer de l'impro. Puis c'est vraiment grâce à juste regarder tous les autres universitaires jouer, mais aussi apprendre à laisser aller beaucoup de choses. Quand t'es au secondaire, en tout cas en Ontario, c'est beaucoup axé sur la compétition. Il y a des tournois, il y a des ligues, c'est compétitif. Puis moi, je sais là que ça va sonner fake, là, mais moi, j'aime pas la compétition. J'aime tellement pas ça me stresse au bout. Alors, quand j'ai compris qu'à l'université, je dirais pas mon premier, comme j'ai comme 2 temps à l'université quand je suis arrivée, puis après ça, j'ai quitté puis je suis revenue. Quand je suis revenue, c'est là que j'ai vraiment pris plaisir à jouer de l'improvisation. Parce que c'est là que j'ai réalisé que c'est un trip communautaire. C'est du théâtre. C'est une création collective. C'est un tout. C'est aller prendre une bière avec ses amis avant, après, c'est faire des blagues au souper, puis après ça, tu les ramènes dans l'impro. C'est les gens qui écoutent l'improvisation, qui sortent du bar étudiant, qui sont juste là, la table est là, puis t'es fait rire, puis ils crachent leur bière, puis c'est tout ça, là. C'est pas juste gagner le point. S'assurer que tout le monde est diverti en tout temps, tout le temps. Puis que tu peux pas faire ça si t'es inquiet du point ou si t'es inquiet de gagner le match. Moi, je veux juste gagner, ça va sonner quétaine, mais je veux juste gagner le cœur, tu sais. Je veux juste gagner le cœur des gens. Si je peux faire ça, merveilleux, excellent. C'est là que j'ai vraiment eu du fun à jouer. Je sais pas si c'est là que je suis devenue bonne, mais c'est là que j'ai eu vraiment du fun à jouer. C'est quand j'ai réalisé que comme, non, faut que je trippe avec mes amis, puis c'est là que ça l'a débloqué pour moi, en tout cas. Parce que la mécanique de l'impro, je connaissais ça déjà. Comme, rentre pas tout de suite, attends la perche, vas-y. Ça, je connaissais ça. Mais juste le simple fait d'être un entertainer, là, ça, c'était important pour moi. Puis je pense que c'était à ce moment-là que mon jeu est devenu autre chose. Mais dans la première phase, tu sais, là, tu vas à ta première coupe universitaire à Saint-Boniface, ma foi. C'est la première fois qu'on se rencontre. Parce que je sais pas si le lien, c'était Christian Chouinard, peut-être, il avait défecté à votre équipe. Oui. Il avait son T-shirt du Nouveau-Brunswick en dessous de son T-shirt d'Ottawa. Il avait fait pas de le montrer. Nouveau-Brunswick. Le monde du Nouveau-Brunswick sont bien tannants quand ils vont à l'Université d'Ottawa, à ce que j'entends dire. Mais à ce temps, je le comprends, là, parce que j'aime bien l'Acadie. Mais dans ce temps-là, je suis comme, peux-tu être enchaînant un petit peu? Non. Mais ça a fait nos 2 équipes se parler plus ou se combiner. Parce que j'ai des photos. Comme j'ai pas grand photo de ce tournoi-là parce que tout le monde a l'air des zombies, tout le monde est brûlé du décalage horaire. Le taudis où ce qu'ils nous ont fait coucher, là. J'ai des photos de la toilette qui étaient comme cassées par terre.
Yeah. C'est le fun parce qu'il y a plein d'histoires folles, mais ça n'a pas amené du bon jeu pour mon équipe. Mais c'était le fun de voir qu'Ottawa puis Moncton renouer, si on veut, parce qu'il y avait eu une sorte de falling out par ma faute. Je n'étais pas au courant de ça. J'avais arbitré très rough là, la première année à Annick Villeneuve ou quelque chose comme ça. Puis ça avait viré au vinaigre pendant plusieurs années. Ouais. Puis là, c'était comme réparer les ponts qui existaient auparavant. Parce que je sais pas si tu le sentais, je sais pas si 98, c'est trop tard pour le sentir, mais Ottawa avait, comme au début de la QI, était une force. Là. Ils ont gagné 3-4 des premières QI assez rapidement. Je pense 5 des 7 premières, quelque chose comme ça, c'est Ottawa qui l'avait gagné. Fait que toi, t'arrives là avec une équipe qui est déjà supposée être un lion. Là. Je me sentais pas mal comme un petit minou quand j'étais arrivée là parce que je me sentais vraiment comme... L'allure, c'était quelque chose. Tu sais, j'avais fait des bons punchs. J'étais comme... Je pense qu'on m'avait donné recrue de l'année, puis j'étais vraiment comme... Je sentais la pression, puis moi, la nervosité, j'aime ça. C'est comme une bonne énergie. Je l'ai utilisé, puis j'étais comme, OK, je suis correct à l'allure. Je me suis fait accepter par ces grands-là parce que, tu sais, on avait Annick Villeneuve, puis on avait Stéphane Pilon, puis Sébastien Lorquet, Michel Blais, du monde qui jouait beaucoup et jouait bien et il était fort. Fait que moi, j'ai été choisie dans cette équipe-là, puis j'étais qu'est-ce que je fais ici? Mais en même temps, je suis comme, OK, ben, je suis une nouvelle qui a quand même fait sa place à l'allure. Fait, all right, si. Mais, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de temps de glace, puis c'est pas grave, là, mais, tu sais, ils m'envoyaient sur des impros qu'eux autres. C'était comme, vas-y, José. J'étais comme, oh my gosh, je vais faire une rush. Mais... je vais faire un char. Mais c'était pas ma meilleure, comme je me souviens pas de mon jeu pantoute. Je me souviens juste d'avoir été comme trop nerveuse. Faut que tu sois un peu nerveuse, mais si t'es trop, tu bloques psychologiquement, puis j'étais comme ouf. Non, c'est pas mon tournoi. J'ai fait mon possible, mais c'était pas... Il y avait trop des gros joueurs, puis j'étais comme, je peux pas tailler ma place encore. Puis c'est correct, c'est venu plus tard. Est-ce qu'il y avait cet élément-là de compétition qui te dérange à ces moments-là? Peut-être, oui. Comme je leur en veux pas, eux autres, c'est ça qui les anime, là. C'est ça qui les drive. Puis j'entends votre podcast aussi, puis il y en a aussi qui sont comme, tu sais, Francis, il y a de même ça, la compétition, puis il y a pas de problème. Comme, je comprends, le jeu d'impro, c'est un jeu compétitif, c'est une compétition, le public vote, il y a des pénalités, il y a des points. Je comprends tout ça. Je suis consciente de ça, mais quand je suis trop consciente de ça, je bloque, je suis pas capable. Moi, ma première QI, c'était vraiment excitant pour moi de sortir de l'Ontario puis d'aller au Manitoba, à Saint-Boniface, puis de voir la statue de Louis Riel. Puis à part de ça, j'étais comme, bon, ben, je vais faire mon possible. Mais c'est vraiment à la QI, je te dirais à la QI de 2005, avec l'équipe qu'on avait, que là, j'étais comme, OK, c'est ça, prendre sa place, puis faire partie d'une équipe. Parce que, oui, j'étais capitaine, mais comme j'ai trippé sur les impros des autres, là, il y a beaucoup de fois que j'étais sur le banc, puis je riais, puis je m'amusais, puis j'étais comme, wow, c'est ça que c'est, avoir une équipe qui est soudée ensemble, là. C'est cette expérience-là. Donc, je peux vraiment voir une différence entre ma première QI, parce que je jouais un arbre, puis en finale, à la QI de 2005, chez nous. Tu sais, il y en a qui disent, ben, tu l'as gagné chez vous, ça compte pas. Mais, je sais pas, j'ai travaillé fort pas mal. Ouais. 2 fois. Ouais, 2 fois. 99 puis 2005, ouais. Il y a beaucoup de monde chez vous, là. Ils étaient pas obligés de voter pour vous autres. Il y a beaucoup de monde dans la crowd. Par ce temps-là, il y avait un système de juges, les juges de toutes les autres universités, par exemple, des choses comme ça. Fait, on a peut-être un petit avantage, mais c'est pas donné. Et c'est stressant pour moi, les QI, puis il faut vraiment que je me rappelle que c'est un trip d'équipe. Puis que s'il y a des petites frictions ou tu te sens pas que t'es à ta place, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faut vraiment que ça soit un trip d'équipe. Faut vraiment que tout le monde se sente comme si je peux envoyer n'importe qui ou n'importe qui peut y aller. J'ai totalement confiance dans ces personnes-là que ça va donner quelque chose de bien. Puis si ça donne pas quelque chose de bien, c'est pas grave. On revient sur le banc, on rit toute la gang, puis on continue. C'est-tu comme ça que tu as vu ton rôle de capitaine, de faire sûr que ça, c'est le climat de l'équipe? Oui, c'était vraiment de s'assurer que tout le monde est inclus, puis que ça soit un trip d'équipe. Je te dirais aussi, l'entraîneur était vraiment important. Julien Boulris était vraiment important. Julien nous connaissait très, très bien de la lieu. Ils ont vraiment choisi l'équipe étoile comme super bien cette année-là. Un mélange des différentes équipes de la lieu. Lui, il nous connaissait très, très bien. Il était drôle, puis il nous disait pas le pointage. Fait que je disais, je veux pas savoir le pointage, je veux pas savoir si on gagne, si on perd.
mais il me disait comme, OK, ça va bien. Il était juste totalement positif tout le long. Puis je l'appelle encore coach. Je l'appelle tout le temps coach parce que c'était le meilleur coach que j'ai eu. C'était juste d'avoir comme de jelly ensemble, tu sais. Avant les matchs, on avait comme une tradition avec les chandails, les jerseys. On faisait comme un espèce de toréador. On mettait le chandail, puis comme on se pompait en équipe, là, tu sais. Donc, c'était important de sentir que tout le monde était inclus, même si c'était quelqu'un qui jouait pas ce match-là. Il faisait partie du petit rituel d'avant-match. Fait que ça, c'était important. Puis après, soit qu'on faisait un souper, on a fait un potluck, j'ai fait faire un gâteau, puis c'était vraiment le fun. On avait des bons moments ensemble, c'était bien. T'as pris une pause pour faire du théâtre, faire des choses. Une pause de joueur parce que t'as resté dans la LIE, là, connecté à la LIE. C'est intéressant que t'as été entraîneur. Vous autres, vous avez des entraîneurs là, dans cette ligue-là, mais aussi arbitre. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que ça rime, tout ça? Parce que là, quand tu vas revenir en 2005, tu vas être meilleur que meilleur. Mais est-ce que c'est parce que tu as appris des leçons pendant que tu étais dans ces autres rôles-là et que tu faisais du théâtre? Ça, c'est bon. Parce que, ouais, comme quand je parlais de mon équipe magique, là, ça, je parlais de 2005. Puis, pas que mes expériences avant n'étaient pas bonnes, comme ils étaient bonnes, mais je pense pas que j'étais à mon meilleur avant 2005. Je pense que j'étais correct, mais pas à mon meilleur. Puis la pause, c'est quoi? J'ai jamais pensé comme ça, mais probablement. Parce que de voir le jeu de l'extérieur, de rester connecté à l'impro, mais de voir les différentes facettes de l'improvisation ont sûrement contribué à ma meilleure compréhension de toute la machine, de tout le spectacle. Que c'est pas juste jouer, mais c'est aussi l'arbitre doit être intéressant. Parce que j'ai animé d'autres matchs spéciaux, là. C'était le fun d'arbitrer pour des matchs réguliers aussi de la LIE. Je pense aussi que j'ai été des fois comme je changeais le CD ou les cassettes. Comme MC, le maître de cérémonie. Là. Ça, c'était le fun. Moi, j'aimais ça, trouver la toune. Tu sais, si quelqu'un mentionnait comme Queen dans une improvisation, ben là, je faisais Bohemian Rhapsody après, pendant la pause ou le vote. Tu sais, je cherchais, là. Fait que ça, c'était le fun. J'aimais ça, mettre de l'ambiance pour ça. Entraîneur, je vais te dire, entraîneur, c'est peut-être le rôle que j'ai trouvé le plus difficile. Ah. Ouais. Ben, peut-être aussi parce que j'étais entraîneur quand on est allé à la QM à Montréal avec les salles de classe. C'était quelque chose, ce tournoi-là. Puis je sais pas si ça a une influence sur mon rôle comme entraîneur ou vice-versa, mais j'étais tellement pas dedans, là. J'avais de la misère. Ça peut être difficile dans des tournois que ça va pas bien, dans le sens logistique ou que on dirait que le roulement file pas right. Comme entraîneur, t'es souvent la personne qui est obligée de gérer beaucoup de cette messe-là. Ouais, mais je pense parce que chaque joueur dans l'équipe était vraiment bon. Puis j'étais comme, je me sentais pas utile. Puis dans ma tête, j'étais comme, j'aurais été plus utile comme joueuse dans ce contexte-là, mais je pouvais pas faire partie de la LIE, d'équipe de la LIE, si tu suivais pas un cours à l'université. Alors je pouvais pas jouer. J'avais pas de cours à l'université. J'avais pris une pause de mon bac. C'est ça. J'ai essayé d'être entraîneur du mieux que je pouvais, mais comme je m'excuse pour cette équipe-là parce que j'étais pas la meilleure. J'ai fait mon possible, mais j'étais peut-être trop immature. Peut-être. Je n'ai pas rendu là parce que je coach des élèves. Je suis un petit peu plus mature maintenant. Il y a quelque chose aussi à propos de coacher des gens qui sont plus ou moins tes contemporains. Des kids, ça va t'écouter, là. Mais déjà des adultes, tout est un adulte, peut-être la différence d'âge n'est pas si grande, des fois. Il y a peut-être ça. Les élèves, c'est facile. Parle plus fort. Regarde le public. Coupe pas la parole de l'autre. T'as pas besoin de crier. C'est pas nécessaire. Fait que ça, c'est toutes les mêmes affaires qu'on répète. Puis ça, c'est un peu plus facile, mais des adultes, ils savent déjà tout ça. Fait que comment... Certains adultes. Ouais. Je suis dur, ces adultes, là, mais c'est parce que t'as pas le droit d'être dur, ces enfants. Fait que c'est ça. Moi, je pense que ma pause a aidé parce que j'ai fait du théâtre aussi, donc puis du théâtre pour enfants. Puis ça, le théâtre pour enfants, il faut vraiment qu'il soit prêt, le non-verbal, le physique. Donc, quand je suis revenue, j'étais beaucoup plus physique que je l'étais avant. Et je me pitchais un peu plus sur la bande. Donc ça l'a sûrement aidé aussi. Puis des rires, je vais pas dire des rires faciles, mais souvent, tu peux faire comme des faces. Puis juste des faces, des réactions faciales peuvent faire rire. Puis ça, le théâtre m'a beaucoup appris ça, surtout pour le théâtre pour enfants. Là. Tu faisais des... Puis déjà là, les enfants se mettaient à rire. Elle a fait une face, là, gens qui écoutent. Oui, puis je suis en train de rire parce que je suis un enfant. Oui, on est tous des enfants à l'intérieur, dans le fond. Puis, vous remarquerez, si vous regardez le diaporama, là, j'ai pas une centaine de photos qui m'appartiennent, j'espère que José va pouvoir m'en contribuer, mais celle que moi j'ai, il y en a pas une que José fait pas une face. Fait que
Fait que ça fait partie intégrante de ton jeu, ça, l'expression faciale. OK, ça Le se peut. punch non-verbal, je sais pas comment appeler ça, mais il y a Ouais. quelque chose là, hein? Ouais, Madame Perron, ma première coach là, au secondaire, me disait José, faut que tu attaches tes cheveux, puis faut que tu te mettes plus proche de la bande parce que tu fais des faces, puis on veut voir ça. Mais j'ai pas vraiment comme je me souviens encore de ça, puis je me souviens que c'était quelque chose que je voulais travailler dessus. Mais je pense que ma pause de l'université, puis je suis revenue, je pense que ça m'a vraiment comme fait OK, il faut que j'en fasse plus parce que c'est ça qui est drôle avec ma face. En tout cas. J'étais pas populaire je suis pas verbomoteur. Je suis pas verbomoteur, puis j'aime le setup. J'aime paraître nounoun, puis l'autre personne fait le point, fait le smash. Ça ou paraître intelligente, puis l'autre personne fait le smash, mais j'aime ça le setup, j'aime ça voir l'autre personne faire rire les gens. Je vais puncher, mais pas souvent c'est je vais puncher pas intentionnellement. Je vais être comme, oh, chocolat, c'était un punch, ça. OK, all right. Merci. Je vais essayer d'en faire un autre, mais ça fonctionne peut-être pas. Les faces, c'est vraiment, je vais faire des faces parce que je sais que ça va marcher. Ben, je trouve ça intéressant que tu, dans le fond, signes les praises du setup. Parce que c'est pas quelque chose qu'on glorifie souvent. C'est pas la partie préférée à beaucoup de monde. Mais je trouve ça intéressant que c'est quelque chose que toi t'intéresse en particulier. Surtout avec Improtéine. Avec Improtéine, j'aimais beaucoup faire le setup. Parlons Ouais. des protéines. C'est une troupe. Improtéine, c'était une troupe formée par des étudiants à l'université qui se connaissent depuis longtemps. Improtéine date de 2004 et puis moi j'étais à leur premier spectacle parce que Nadia pouvait pas être là. Mais c'était Olivier Nadon, Martin Laporte, Vincent Poirier et Stéphane Guertin et Nadia Campbell qui formaient Improtéine, qui ont décidé de comme nous autres on tripe impro. On va faire un show, puis on va faire la tournée des écoles, puis on va faire des spectacles communautaires, puis on va se faire payer pour jouer de l'impro. Merveilleux, comme job. Si tu fais payer pour jouer de l'impro, d'accord. Qui ne veut pas faire ça? Moi, je veux faire ça. Donc, eux, ils ont formé ce groupe-là. Moi, je gravitais autour. Je sais pas comment. Tu sais, là, comme Rock et Belles Oreilles, t'as comme les membres fondateurs, puis t'as d'autres humoristes qui gravitent autour, là. Moi, je suis comme cet humoriste-là qui gravite autour. Et puis, Nadia, c'est ça. Elle pouvait pas être là pour le premier spectacle. Alors, je l'ai remplacée. Donc, j'ai des photos de moi. On est dans l'entrepôt d'un gymnase avec les matelas, puis on attend. Et mesdames et messieurs, protéines! Puis on est là. On sort, puis on fait notre premier show. Puis ça a super bien été, c'était vraiment le fun. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que Nadia pouvait pas, ben je la remplaçais. Au point où est-ce que quand Nadia a eu un contrat avec Volt, qui est une émission à TFO pendant une couple d'années, moi je l'ai remplacée à temps plein. Alors j'ai fait la tournée de l'Acadie, l'Ontario, on est allé un peu partout. Et puis c'est ça, c'est un spectacle. Ça ressemble un petit peu à Whose Line Is It Anyway? Donc, il n'y a pas de bande. C'est vraiment 4 joueurs puis un maître de jeu qui sont sur scène. Mais le maître de jeu se promène dans la foule et prend des suggestions de la foule. Puis nous, on va les jouer. Maintenant, Improtéine, c'est gros, là. Il y a plein de monde qui sont rentrés, sortis dans le groupe. C'est une grosse machine, mais il y a encore le noyau de ces 5 joueurs-là dès le départ. Et puis, maintenant, ils font des contrats de rédaction, de publicité, c'est rendu pas mal gros, puis c'est vraiment le fun pour eux. Mais c'est ça, c'est une troupe. Il y a pas un spectacle qui est pareil. On a des jeux improvisés, mais les idées viennent de la foule. Ça, c'est un peu comme les impromptus, j'imagine, que vous avez. Ouais, les impromptus, mais peut-être le style est plus proche des Sims. En tout cas, on a différentes variantes ici, mais ça sonne comme si c'est devenu un peu une de ces choses-là américaines, là, les Second City ou les UBC ou ces choses-là c'est une business là, autour de tout ça. Là. Oui, beaucoup plus maintenant. Moi, j'étais plus au début où est-ce qu'on faisait encore la tournée des écoles. Puis là, Improtéine, oui, ils font encore la tournée des écoles, mais là, c'est la pandémie. Alors, ils ont d'autres contrats là, de rédaction, d'animation. Ils animent des grosses affaires, des gros événements. Donc, c'est vraiment bien pour eux. J'ai aimé ça faire partie de cette petite histoire-là qui est devenue une grande histoire. Alors, le setup, le punch, c'était souvent Vincent qui faisait le punch ou Olivier. Et puis, moi, j'étais plus construction. Hein? Je bâtissais un peu plus. Moi et Stéphane, on construit. Puis là, après ça, les deux autres font le smash. Mais on avait des bons duos des fois, comme moi et Olivier. On pouvait recréer, on demandait chum blonde, y a-t-il un chum et une blonde, un couple dans la foule? Puis là, on recréait leurs histoires. Donc, ils nous disaient comment ils se sont rencontrés. Bon, ben,
cinéma. Donc, on jouait les adolescents qui se rencontraient au cinéma. Donc, ça, c'était un de mes jeux préférés parce que là, on pouvait puncher parce qu'ils nous donnaient des punchs. C'était super drôle, tu sais. Qu'est-ce que tu aimes de plus de ton chum? Puis là, elle me disait, ben, il y a des beaux cheveux. Puis faisait semblant de se rencontrer pour la première fois. Puis on disait, t'as donc ben des beaux cheveux. Puis là, tout le monde se met à rire. Fait que c'est aussi facile que ça, mais le setup, c'est vraiment le fun. Surtout quand tu joues dans une troupe, tu connais vraiment bien les gens de la troupe. Comme moi, Vincent, je le connais depuis le secondaire. Olivier aussi. Olivier vient d'une autre école secondaire, mais à cause du fameux tournoi de la folie, le tournoi provincial, je le connais de là. Nadia, je suis allée à la même école secondaire qu'elle, c'est une de mes bonnes amies. Donc, on se connaît très bien. Aussitôt que Vincent se place d'une certaine façon, je sais qu'il s'en va faire ce personnage-là que j'ai déjà vu ailleurs. Je sais déjà qu'est-ce qu'ils vont faire, pas parce que c'est tout le temps la même affaire, c'est pas ça, c'est parce qu'on se connaît tellement. Si on joue une scène de Noël, je sais qu'Olivier va jouer le Père Noël. Puis c'est pas parce que, tu sais, c'est pas parce qu'il est un bon Père Noël, c'est juste que, tu sais, il va faire le personnage le plus farfelu. Puis Stéphane va faire le lutin, parce que Stéphane est plus physique, il va faire comme des petites stépettes de lutin. Puis moi, je vais faire la petite fille qui ouvre son cadeau puis qui va être déçue. Il va faire, ben, on a juste ça aujourd'hui à te donner, c'est un ballon dégonflé pour Noël. Puis ça va être ça. Tu te souviens pas de tes impros, mais tu te souviens de celle-là pas mal en détail. Non, mais tu sais, je donne des thèmes que comme, tu sais, j'ai pas joué celle-là, mais ça va être des choses de même. C'est comme je sais quel personnage que ces gars-là vont jouer parce que je les connais tellement bien. Puis moi aussi la même affaire, ils vont me caster dans des personnages parce qu'ils savent, José va faire ça. Ils ont même pas besoin de le dire, ils vont s'avancer sur scène puis je vais être comme ok, c'est ça que je fais. D'accord. Puis de plus en plus, maintenant que je joue à l'acronyme, on fait presque pas de caucus. C'est vraiment juste des ça va bien. Où on parle du thème en général, puis quand ça siffle, on est comme OK, on y va. On est beaucoup plus à l'aise avec créer dans le rien que d'avoir absolument quelque chose. On est à l'aise avec cette nervosité-là de créer dans le rien. Puis Improtéine, ça m'a appris ça, de faire confiance au rien, parce qu'il y a toujours quelque chose de le fun qui va se développer là-dedans. De se faire confiance en tant que joueur. Puis c'est correct d'avoir rien parce que si tu es un bon improvisateur, tu vas le nourrir avec un regard, avec une façon de respirer, avec une phrase, avec une position sur scène. Puis ça va alimenter le rien, puis ça va devenir quelque chose. Si on parle du rien dans lequel tu as confiance, parlons de Francis. C'est là. On va couper ça au montage. Tu m'as seté up, là. Fallait que je smash. Francis, la dernière fois, nous a dit que c'est pas à travers l'impro que vous êtes rencontrés, c'est à travers le travail, c'est-à-dire en éducation. Non, au Parlement. Ah, OK, il est allé travailler comme au Parlement. Ouais, comme guide au Parlement. Ouais. Vois-tu, t'es bien plus clair que lui. N'empêche que, c'est la même question que j'y ai posée, est-ce que le fait que vous étiez tous les deux des improvisateurs... Je savais qu'il faisait de l'impro. Et est-ce que ça faisait partie de la... De l'amourette? Ben, la combinaison chanceuse? Ou est-ce que c'était comme, même s'il est un joueur d'impro, peut-être que... Il y avait peut-être plus un peu de ça. Non, je pense que moi, j'ai toujours trouvé sympathique Francis. Puis je savais qu'il était un bon joueur d'Edmundston parce que je me souvenais de lui des tournois. Mais c'était pas ça qui... je pense juste on est devenus amis. On se tenait avec les mêmes personnes au travail. Puis on est juste devenus amis. Puis à travers l'amitié est venu notre couple, l'amour. Mais je te dirais que l'impro a peut-être pas joué un rôle comme si important que ça, mais que on se comprend très bien à cause de l'impro. Tu sais, les deux, on aime ça avoir un public, fait qu'on se comprend. Quand on se tape ses nerfs, on sait pourquoi. Puis l'humour est très important. Comme Francis me fait beaucoup rire, puis j'espère, parce que j'aime ça le faire rire, mais j'espère que je le fais rire. Ça, c'est ma grande joie. Quand je peux faire rire mon chum, ça, c'est le fun. J'adore ça. Donc, ça, c'est l'humour, ça a une très grande place. L'impro, je te dirais que ça nous permet de se comprendre. Je me souviens plus qu'est-ce que Francis a dit, là. Que s'il y avait pas de aucun rapport. Ouais, c'est ça. Il y avait aucun rapport. Moi, je te dirais que je pense pas que ça a rapport, mais je pense que ça peut aider. Ça peut pas nuire. Ça peut aider. Mais c'est pas ça qui nous a fait, tu joues de l'impro? Comme c'est pas ça. Il y a sûrement d'autres couples qui se sont formés à cause de ça, mais moi, c'était pas ça. Ça s'est développé assez rapidement parce que tout d'un coup, tu débarques à Moncton, toi, là? On a sorti ensemble, je pense, à peu près un an, puis après ça, j'ai fait, tu sais quoi? Moi, j'ai fini mon bac, j'ai fini mes études, je suis libre, j'ai beaucoup aimé l'Acadie, je vais te suivre. Je suis pas allée à Moncton.
pendant 1 an. Puis je me souviens que quand on sortait ensemble, mais à distance, que quand j'allais le voir à Moncton, je jouais des fois à la Licume. Puis je restais quelques jours, tu sais, fait que c'était le fun. Puis je me suis dit, j'aimerais ça, habiter là, il y a pas de problème. Fait que je l'ai suivi. Je regrette pas, c'était vraiment agréable, c'était le fun. Puis vous m'aviez tellement gentiment accueilli à la Licume que j'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas. T'étais pas étudiante, là, hein? Non. On a Attends. triché ça ou qu'est-ce que c'était? J'avais pris un cours d'allemand. Loophole! Yep. Guten Tag. Avec Monsieur Winter. Oui, puis malheureusement, j'ai lâché son cours. Mais c'était juste assez pour comme t'as fait 1 année, hein? Une fois que t'es dans l'ICUM, t'étais dans l'ICUM. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi je pensais que c'était la même règle que l'université d'Ottawa, mais après ça, Francis me dit ils sont comme un petit peu plus lousses avec ça. C'est-à-dire pour l'équipe étoile d'université. Ouais, mais je voulais pas être dans l'équipe étoile, je voulais juste. Ça aurait été le seul problème. Je pense que pour la LICUM aussi, c'était une année parce qu'on n'avait pas beaucoup de recrutement. Comme c'est une année qui était comme un petit peu drôle en termes de recrutement, fait que tu prenais pas nécessairement la place à quelqu'un d'autre non plus, là, tu sais. Puis c'était ma grande inquiétude. Comme je voulais pas prendre la place d'un, tu sais, s'il y a une place pour moi, cool, je vais jouer. Puis s'il y a pas de place, je vais juste venir au match puis regarder. Go Francis! Puis... Oui, parce que t'étais pas dans son équipe ni rien, là. C'était pas comme non, j'étais dans l'équipe à Sylvain. Oui. C'était vraiment le fun. Les jaunes, c'était vraiment agréable. Puis je me suis sentie vraiment accueillie parce que je pense qu'il y a des similitudes entre l'Ontario et le Nouveau-Brunswick là, en termes d'improvisation. Ah oui, parce que je sais pas, y a-tu bien du monde qui nous ont demandé poser cette question-là, Isabelle? Au moins 700. Non, il n'y a pas 700 personnes. C'était la question à tout le monde. À qu'est-ce que j'ai à dire? Philippe Saint-Onge demande comment la communauté d'impro néo-brunswickoise est-elle différente et ou similaire de celle de l'Ontario? Et Basse Levesque, lui, il demande joueuse pan-canadienne. Est-ce qu'il y a des approches et des philosophies qui se ressemblent ou qui sont incroyablement différentes entre les places où elle a joué? J'aime que c'est très verbose, là. Puis là, il dit entre les places. Merci beaucoup pour les questions. Écoute, moi, je pense une des raisons pourquoi je voulais venir en Acadie, c'était bien sûr Francis, mais aussi parce que je sentais une connexion. Comme je pense, les Acadiens et les Franco-Ontariens, on se comprend. On est francophones minoritaires dans un milieu majoritairement en anglais. Fait qu'on a des références culturelles des deux cultures, tu sais, en français et en anglais. Puis on est confortable avec ça, on joue avec ça. On s'amuse avec les langues, avec les deux langues, puis on se sent pas mal de ça. J'ai déjà joué avec d'autres équipes ou d'autres joueurs de d'autres ligues, pas en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, puis je me sentais comme, mon français est peut-être pas aussi bon, ou peut-être je sentais comme une espèce de, je suis pas à la hauteur, tu sais, mais j'ai pas senti ça avec le Nouveau-Brunswick, je me suis sentie comme cool, ils sont nos cousins, tu sais, ils sont comme nous, puis vous aimez puncher, nous on aime puncher, vous aimez les blagues, on aime les blagues, vous pouvez être théâtral, nous autres aussi, là, c'est pas de problème, mais je pense que cette espèce d'être confortable avec notre position de francophone minoritaire, mais qui s'affirme, c'est le fun. Puis j'ai trouvé qu'il y avait ça comme similitude entre les deux. Puis aussi, c'est une affaire de groupe. Hein. Vous êtes très comme, on va aller, comment ça s'appelait le bar étudiant à Moncton? Là? Ça aurait été quoi, l'osmose dans ton temps? Ouais, l'osmose. Où est-ce que vous jouez, là? L'osmose. Ça existe plus? Oh! Oui, non. Ça, c'est une cafétéria. Ah non, c'est atroce. Mais Donc, quand tu as joué, on jouait dans une salle multifonctionnelle qui est devenue le bar étudiant Le Coude. C'est là maintenant qu'il joue. Ouais, il y avait ce sentiment trip communautaire là que j'ai beaucoup aimé aussi, que je trouve qu'on a de façon similaire aussi en Ontario. Pour nous, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, c'est sérieux, comme on aime l'impro, on est bon en impro, aussi bon que plein d'autres ligues au Québec. Là. On n'a pas besoin de se sentir, j'ai dit tout à l'heure, des fois je me sentais pas à la hauteur, mais on n'a pas besoin de se sentir comme ça, on est aussi bon. Et puis, je sais pas, il y avait ce sentiment-là qu'on se prend au sérieux, mais on se prend pas au sérieux en même temps. T'sais, on peut déconner, on peut se trouver ridicule, puis c'est correct, puis c'est apprécié. Comme j'ai eu beaucoup de plaisir avec Laval au tournoi à la QI la dernière fois, j'étais comme ils sont tellement bons. J'aime ça jouer avec des universités québécoises aussi parce que eux aussi ont beaucoup d'expérience puis tout ça. Puis il y a une certaine théâtralité que peut-être on n'explore pas autant en Ontario. On est capable, mais peut-être qu'on l'explore pas autant. Mais je pense pas qu'on a rien à envier aux côtés du Québec parce qu'on produit des bons joueurs, des bons spectacles, fait du bon show. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une ligue qui commence en Ontario, au Nouveau-Brunswick, il y a de l'engouement, puis les gens y vont, puis on en parle, puis ça marque
l'histoire collective là, de la communauté. Alors, c'est ça, dans le fond. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment avec le public, avec le spectateur, puis juste une connexion humaine. Fait que c'est un peu plus difficile en temps de pandémie, mais vous avez réussi au Nouveau-Brunswick de comme ramener l'impro pendant la pandémie avec la clique. Fait que ça, c'était vraiment une bonne idée. Quel beau segue que t'as fait là. Justement, t'es revenu, t'as eu l'opportunité de revenir au jeu. Mais en mode virtuel à travers la première saison de la clique. Comment est-ce que tu as trouvé cet ajustement-là, cette approche-là à jouer? Comment tu as trouvé ça retourner au jeu? Tu trouvais que ton jeu avait changé? Je pense que j'ai pas joué assez longtemps pour faire comme OK, je dois changer ça et ça et ça. Mais j'ai remarqué pendant les premiers matchs que j'étais comme je peux pas jouer de la même façon. C'est vraiment différent, surtout parce que tu veux pas couper la parole de l'autre. Donc, il y a vraiment un petit peu plus de temps entre les répliques, tandis qu'en personne, c'est un peu plus instantané, plus rapide. Donc ça m'avait marqué. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de retrouver des improvisateurs, de créer à partir du rien. Là. Ça me manquait énormément pendant le confinement. Et merci encore d'avoir créé cette ligue-là parce que j'ai pu créer avec d'autres improvisateurs, même si on était à la maison. Ça, j'ai adoré pour ça. Mais au niveau du jeu, c'est plus rapide en personne, donc je devais m'adapter un petit peu à ça. Ça me rendait un peu plus nerveuse. Comme, allume ta caméra, allume pas ta caméra, t'es sur le banc, t'es pas sur le banc. Puis là, j'avais les écouteurs, puis je devais me déplacer, puis j'étais comme, je peux pas me déplacer, je me place. Fait que ça, c'était un petit peu étrange, qu'il faut que je m'habitue à ça, mais je pense que si j'avais à le faire encore, j'apprendrais un petit peu plus à propos de ce jeu-là. Je trouvais Annick fantastique Annick Landry était fantastique pour ça. La caméra s'allumait, puis là, elle était positionnée d'une autre façon. Puis je me c'est super bon ça. Quand tu parlais tantôt de ton, tu sais là, qu'on parlait de tes expressions, se fier à nos expressions en ligne, c'est plus difficile parce que je me souviens d'une impro clé là dans peut-être ton premier match où ce que toi t'avais un personnage, t'étais comme une artiste poète ou je sais pas, c'était une affaire de même, ça rappelle-tu? OK. Puis il y allait avoir un vernissage quelconque là ou lancement de livre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette impro là, mais la joueuse qui jouait de l'autre côté, elle s'est fiée énormément sur des expressions. C'est ce que je me souviens. On en a parlé après avec elle aussi là, que elle faisait des expressions sur scène, puis elle laissait l'autre joueur parler, puis elle faisait juste des faces. Ouais. Puis le punch d'expression et ça marchait sur scène. Mais là, parce que l'attention il n'y a pas de public qui voit une vue d'ensemble, tu regardes un écran, tu regardes l'autre. Fait que pendant que quelqu'un est en train de parler dans un écran, les gens ont tendance à regarder cet écran-là. Oui. Une joueuse ou un joueur qui se fie juste sur une expression pour back-puncher, en bon français, il se fait pas remarquer, ça marche pas de la même façon, on dirait qu'il contribue pas de la même façon. Il y avait une adaptation là à faire parce qu'il faut aussi t'es ce genre de joueuse-là qui s'exprime. S'exprime, oui, définitivement. Puis elle était tellement gentille et bonne, puis je me souviens que j'ai eu une rudesse parce que j'ai parlé peut-être un petit peu trop C'était pas mérité. Mais non, mais je m'excuse encore, mais c'était pas intentionnel d'être rude, c'était juste parce que j'avais l'impression de comme faut que je comble un vide parce que sinon c'est du dead air là, c'est comme j'avais l'impression de comme vas-y parle. Mais non, j'ai réalisé que faut juste que je prenne mon temps. Mais c'est bon, c'est correct ralentir, c'est bon ralentir dans la vie. Quelque chose qui est intéressant avec le jeu en ligne, c'est qu'on a vraiment comme un close-up sur notre face. Fait qu'une des choses que moi j'ai retenues de ton jeu en ligne, c'était qu'on voyait vraiment bien tes expressions faciales parce que il y a une caméra collée dessus que comme peut-être sur scène on voit pas toujours super bien les visages de tout le monde si on n'est pas si proche de la scène, mais que là on avait vraiment un focus. Puis pour moi, une des grosses choses que j'ai retenues de toi pendant cette saison-là, c'est qu'on pouvait toujours dire dans ton visage quelle sorte de personnage que t'avais. On voyait ton personnage sur ta face. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Puis prendre avantage du fait qu'on peut actually voir ta face bien en jeu en ligne. Je trouvais que c'était comme un bel ajout au jeu en ligne que je trouve que t'es une des personnes qui a vraiment bien relevé ce côté-là. Ben, merci. Je suis d'accord avec toi que des fois, avec le jeu en ligne, on pouvait mettre plus l'accent comme la belle impro qu'on avait faite sur la guerre, là. On était tous dans les tranchées, là. Ça c'était super. Bass, il était vraiment bon là-dedans aussi. Puis toutes vous autres, vous aviez toutes trouvé un petit chapeau ou un petit quelque chose, un affaire. Puis je me souviens qu'il y avait beaucoup de moments calmes, silencieux, puis qu'on voyait juste nos faces terrifiées, tristes, sobres, comme on était vraiment dans un moment, dans un pitre état, puis simplement juste avec nos faces, puis j'avais trouvé ça vraiment le fun de juste regarder vos faces pendant cette impro-là parce que ça me nourrissait moi aussi en tant que personnage. C'était une de mes impros préférées. J'ai beaucoup aimé ça.
juste les petits regards que chaque membre faisait, c'était vraiment bon. Puis Francis avec son chapeau de guerre, c'était vraiment cool. Tu as mentionné Annick Landry tantôt, qui faisait partie de cette équipe. Oui. Elle avait posé une question là à l'avance, c'est-à-dire de toutes ces sortes d'impro-là. L'impro-match, tu as fait un peu d'impro-théâtre quand tu étais à la Licume, je sais pas si tu te souviens. L'impro-théine, l'impro de troupe, l'impro en ligne. Qu'est-ce que tu préfères et pourquoi? C'est vraiment difficile. Ma formation est avec un impro-match. On dirait que comme je suis familière avec ça, je sais où me placer sur la glace, je sais quand rentrer puis tout ça. Mais de plus en plus, en vieillissant, j'aime plus le mode un petit peu plus comme impro-théine, mais je dirais plus comme l'acronyme. L'acronyme, on joue pas avec une glace. C'est vraiment, on est il y a comme 4 chaises, 5 chaises sur chaque bord. Puis on est dans un espace où le public est vraiment proche de nous. Et puis on joue dans la foule des fois. On n'a pas de règlement, on n'a pas de pénalité. La foule vote si ça passe ou ça casse. Donc en mix, s'ils aiment ça ou ils aiment pas ça, dans le fond. S'ils aiment ça, fantastique. S'ils aiment pas ça, on en refait tout de suite une autre pour essayer de comme balayer la mauvaise impression. Ils ont des points, mais je veux dire, les gagnants, pas, à la fin d'un match, on est comme, qui est gagnant comme ça? Toi et moi. C'est vraiment juste, puis on fait des caucus avec les deux équipes, souvent. On va faire en mix, on va jaser 5 secondes. Alors, c'est beaucoup plus informel. C'est encore une fois de revenir avec épurer un peu le jeu, puis juste s'en tenir au jeu du comédien, à s'en tenir à créer quelque chose avec rien, puis juste les joueurs, la foule, that's it. Quoique j'aime beaucoup le fluff-là autour d'un match d'improvisation parce que c'est pas du fluff-là, ça fait partie du spectacle. La musique, le MC, les joueurs, les juges de ligne, l'arbitre, tout ça, là, ça fait partie. Mais je pense qu'en vieillissant comme joueuse, je pense que j'aime mieux jouer à un jeu un peu plus épuré, puis qu'on s'en tient au jeu de l'acteur avec le public. C'est ça que je préfère le plus. Les pénalités, je trouve, en vieillissant, c'est comme, on dirait que ça l'arrête le jeu, ou juste les laisser aller. Puis, c'est mon opinion pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça, hein? C'est en évolution. Ça peut changer. Bien, d'accord. On est rendu au moment des questions éclairs. Il y en a juste une couple qu'on n'a pas déjà posée. OK. La première, je vais laisser Isabelle la lire, mais ça vient de Francis Thériault, ton chum, ton époux. Ah oui, lui. OK. Et il les a envoyés quelques minutes passées. Il était supposé de coucher les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était juste avant ça, je pense. Mais c'était comme à 7h59 pendant qu'on commençait à 8h. Tu sais. Il a dit, je vais juste lire la préface, je sais qu'il est trop tard, mais par principe, vu que je l'aime, il faut bien que je participe. C'est dans cet esprit-là qu'il faut prendre ces questions. Au moins, il essaie d'être sweet en même temps. Fait que ce cher Francis ici, il demande, à ses débuts ou maintenant, jouait-elle des impros dans sa tête ou devant le miroir? Moi, il parle pour lui-même. Moi, mes meilleurs impros étaient dans la salle de bain au sous-sol. J'ai fait des scénettes prodigieuses. Je remarque qu'il a tout viré ça sur lui-même. Merci Francis. Merci. Moi, c'est une bonne question parce que c'est une bébite un peu spéciale, un improvisateur ou une improvisatrice, n'est-ce pas? Parce que, comme vous l'avez déjà dit dans une autre émission, on est à notre plus vulnérable sur scène. Hein? Puis on doit créer à partir de rien, écrire, mise en scène, faire rire la foule, personnage, situation, tout ça en même temps. Et puis si t'es pas bon, ben t'es pas bon devant tout le monde. Alors t'es pas mal le plus vulnérable que tu peux être. Donc ça prend une bébite quand même spéciale. Puis en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais pour moi, depuis que je suis petite, oui, je crée des scénarios dans ma tête. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles dans le sous-sol avec ma sœur, avec les voisins. Samedi de rire. Puis Rock et Belles Oreilles, puis toutes les humoristes. Samedi de rire. Oui, God. on refaisait les sketchs. Mais tu sais, ça, c'est notre école. Humoriste comme acteur, on va imiter, comme les artistes vont dans les galeries d'art et essaient de reproduire les tableaux des maîtres. Et c'est la même chose avec nous. On imite ceux qui sont meilleurs que nous, puis on est comme, OK, le timing, c'est important. Punch à la fin. On apprend le timing, on apprend la mise en scène, on apprend comment pas décrocher parce qu'on a vu quand on décrochait, on perdait le fil. Puis oui, tout le monde se mettait à rire, mais on perdait le fil de l'histoire. Quand décrocher aussi, parce que oui. Je fais comme si c'est quelque chose que j'aurais appris d'Yvon Deschamps. Oui, absolument.
Ou qui ce qui était bon en décroché aussi, il y avait Norman Brathwaite, là, puis tout ça, là, à chaque fois qu'il y avait des petites scènes, là, il se mettait à décrocher. J'écoutais aussi les anglophones parce que en Ontario, moi, Saturday Night Live, j'avais pas le droit de rester debout puis l'écouter, mais je descendais en bas, dans la cave, j'avais la télé, puis j'écoutais Saturday Night Live. Live from New York, it's Saturday night. Fait que j'écoutais ça, j'écoutais Rocky Belles Oreilles aussi, on n'avait pas le droit de l'écouter, mais j'écoutais pareil. Désolée, maman. Quoi d'autre? Robin Williams, Jim Carrey. J'aimais beaucoup Jim Carrey. Des faces. Alors, moi, faire des faces devant mon miroir, ça, quand Jim Carrey disait je me pratiquais devant le miroir, ouais, Francis, je faisais des faces devant mon miroir, définitivement. C'est pas avant le secondaire que j'ai eu plus de confiance à le faire devant les autres. Parce que je le faisais pour ma famille, pour mes amis, mais j'étais très timide. Je suis encore très timide. Puis l'impro, ça m'a permis de sortir de ma coquille un petit peu puis de faire « Hey, j'aime ça. Je suis une personne qui aime faire rire, alors je vais l'assumer, ce côté-là. » Dernière question de Caroline McNally. Elle demande tout simplement « Francis? » Oh! Allô, Caroline? C'est ça. C'est ça. Pauvre Francis qui est un sac à blagues. Tout le monde a décidé d'empiler dessus. Mais on a déjà répondu la question à savoir comment ce match est survenu. Oui. On l'a établi aussi. Et sweet. Ça aussi. C'est ça, dans le fond, c'est un podcast d'appréciation de Francis. Dans le fond, on pourrait changer le titre, là. Rétablir là, un peu l'ordre. Mais il y a une chose que Francis, qu'on a parlé avec Francis, qui n'est pas dans les questions ici, mais c'est un peu ma question à moi, si on veut. Ouais. On a parlé un peu de comment vous éleviez vos enfants. Oui. Par rapport à l'impro. Puis lui a dit on a fait une fois puis that's it, puis c'est fini puis tout ça. Puis il y avait pas vraiment un effort à faire les jeunes faire des jeux d'impro quoi que ce soit à la maison, s'ils veulent pas, qu'ils feront ça à l'école ou non. En tout cas, il était pas mal ambivalent. Et là, après qu'on a fini l'enregistrement, une couple de jours plus tard, il y a eu un déblocage, ça se peut-tu? Oui, mon garçon a joué comme sa première impro à l'école, puis il en a parlé à la maison, puis tout ça. Mon bébé joue de l'impro. OK, on va écouter la LNI, là. Fait que là, on est sortis, puis là, on écoutait les matchs de la LNI un après l'autre. C'est super bon, puis là, maintenant, il adore ça. Fait qu'il y a eu un éveil à l'improvisation à l'école. On tripe un petit peu plus impro, mais tu sais, on prépare pas des cartons, là. Puis, bon, alors Samuel, avant de faire dodo, alors, tu as une improvisation sans parole, 30 secondes, au sujet de brosser les dents. Vas-y. Non, ça c'est pas bon. On recommence. Non, on fait pas ça. Peux-tu dormir tout de suite après avoir joué un impro? Me semble, ça serait... Ouais, J'ai j'avoue. de la misère. Moi. Non, je peux pas dormir après avoir joué un impro. J'ai trop d'énergie. Ça me craint. C'est soit qu'on a trop d'énergie, soit qu'on est en train de revivre les impros, comment est-ce qu'on aurait dû les faire différemment. En tout cas, c'est pas un moment de... Tu veux pas jouer un impro puis là te coucher. Non. Mais c'est ça que je dirais qui est comme le downside d'un match en ligne. Parce que là, tu finis ton match, puis là, t'es juste assis dans ton salon. Il est comme 9h15, puis t'es comme, bon, ben, je vais prendre une bière tout seul. Faut aller écouter un film. Ouais. Et je pense que, je veux pas dire que j'étais pas d'accord avec Francis, mais il y a quand même des, on valorise beaucoup l'impromptu, tu sais, le comme, on invente des chansons, on fait des jeux. Les enfants font des spectacles dans le sous-sol, un peu comme quand moi j'étais petite, là. Puis moi, j'ai imprimé une affiche. On a vendu des billets. C'était nous autres qui l'ont acheté, mais on a quand même vendu des billets. Processus. Guichet fermé. Ouais. Les 2 sièges étaient pris, là. 2 sièges étaient pris. Donc, tu sais, il y a quand même de la théâtralité dans la maison. Il y a quand même de l'improvisation, mais c'est pas comme le match d'improvisation. On valorise beaucoup l'imagination puis la créativité, mais il y a plein d'autres parents qui font ça, qui ont pas joué de l'impro. Je sais pas si c'est typique. Je pense pas que c'est typique à juste des improvisateurs, mais pour nous, on est une famille qui aime inventer des choses. Là. On va prendre une légère pause et au retour, on parle de la préparation d'avant-match avec José Bazinet. À tout de suite. On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et José Bazinet. Bonjour! En direct de l'Ontario. Évidemment, vous écoutez pas ça en direct, là, c'est une expression. Mais nous, on est en direct entre nous. Sans ça, ça serait vraiment étrange. C'est assez niaiseux des fois. Alors, maintenant, on parle de préparation d'avant-match. Nous, personnellement, nous trois, qu'est-ce qu'on fait comme préparation d'avant-match? Normalement.
On va dire normalement, parce qu'évidemment, il y a plein de différentes circonstances qu'on pourra discuter, explorer. Toi, Josée, avant un match... Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est ta préparation? Ben, je dirais, ça se passe beaucoup dans la tête, hein, tout d'abord, mais il y a un côté physique quand même que je fais. Je te dirais, moi, ce qu'il me faut absolument faire avant un match, c'est savoir, quand je vais jouer, comme la date, puis toutes les interactions humaines que je vais avoir les jours avant le match, je l'enregistre dans ma tête. Comme récemment, je suis allée courir dans une track, là. Une track. J'apprécie que tu fais le mime. Je sais pas. J'étais allée courir. Mais comment t'appelles ça? Comme une piste de course, là. Je suis allée courir 15 minutes. OK, on s'énerve pas, là. Je fais pas de marathon, là. Mais j'ai besoin de bouger, là. La pandémie nous reste tout sédentaires, puis j'aime pas ça. Fait que je vais bouger un petit peu. Puis je vois un monsieur, il y a un endroit où tu peux louer l'espace pour jouer au tennis. Puis il y avait des gens qui jouaient déjà au tennis, puis il y avait un monsieur qui était là, à l'extérieur de la zone. Les autres ont dit, on va se reprendre, là, Gérard. Puis il a fait comme, puis il est parti. Puis il avait de l'air comme vraiment pas content. C'est comme si on venait juste de lui dire, il y a pas de place pour toi. Puis je fais mon petit tour de piste, puis je reviens, puis Gérard, il revient avec une pancarte, en train de leur montrer, regardez, j'ai le droit d'être ici, c'est mon tour. Puis il ouvre le bac, puis il prend une raquette. Puis là, moi, j'étais comme, wow, c'est du gold, là. Ça, c'est de l'or, là. Ah, c'est plate que j'ai pas d'impro à jouer en ce moment parce que j'ai comme un adulte qui agit comme un peu jaloux, comme un enfant qui lui dit t'as pas le droit de jouer tout de suite, là, tu sais. Fait que là, moi, dans ma tête, je regarde ses réactions physiques, je regarde qu'est-ce qu'il fait, je regarde la réaction des autres, je regarde comment ils sont placés, tu sais, les 2 contre 2, là, lui à l'extérieur. Donc, tout ça, j'enregistre ça dans mon petit tiroir de personnages et de situations. Puis, admettons que j'avais un match comme dans 2 jours, ben je sais que, OK, le gars fâché avec sa raquette. OK, good. J'ai ça dans ma tête. Fait que j'observe énormément toutes mes interactions humaines. Mes enfants sont une fontaine d'inspiration, là. Comme c'est juste trop drôle, les enfants. C'est des mini-clowns tout le temps. C'est des clowns augustes, là, totalement, tout le temps. Alors, c'est vraiment le fun de les voir réagir à quelque chose. Là. Tu leur donnes quelque chose à manger, puis ils aiment pas ça. Donc, ils vont comme faire une réaction ultra exagérée. Puis là, ça, c'est différent. J'avais pas vu cette réaction-là avant. J'enregistre ça. J'appelle pour avoir du service avec ma carte Visa. Puis la personne à l'autre bout de la ligne est comme vraiment weird. Donc, je vais enregistrer ça. Donc, j'enregistre toutes mes interactions humaines. La journée du match, ce que je fais, je vais souvent écouter des chansons que j'ai un air connu dedans. Fait que soit du Queen, des Beatles ou quelque chose de peut-être populaire du moment. Là. Je vais dire populaire du moment, j'étais pour dire Uptown Funk. C'est plus populaire. Je sais plus qu'est-ce qui est cool. Mais tu sais, quelque chose comme une mélodie que je vais me pondre. Je vais me rappeler comme la tune, le rythme. Au cas où qu'on a une comédie musicale ou à la manière de chanter ou à la manière de Cats ou je sais pas. Donc, je vais m'avoir comme 3 tunes dans la tête déjà préenregistrées que je vais pouvoir sortir, peut-être manipuler un petit peu le rythme, le mouvement, mais au moins j'ai ça dans ma tête musicalement. Après ça, je m'assure de comme boire beaucoup d'eau durant la journée. Je m'assure de manger, de bien dormir le jour d'avant. Au niveau physique, je me réchauffe la bouche. J'ai tendance à parler trop vite, des fois à pas bien prononcer, donc je vais faire des étirements. Aussi, j'ai commencé à faire ça à l'université avant même de rentrer sur un match. Je vais comme sauter d'un pied à l'autre. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais on dirait que ça me pompe, là. Ça fait pomper mon sang dans mon corps, mais je vais vraiment c'est comme une petite sauterelle d'un bord puis de l'autre. Physiquement, je dois avoir de l'énergie. Je dois faire battre mon cœur un petit peu plus. Je me suis réchauffé la bouche, réchauffé l'esprit avec mes chansons, avec mes personnages. Puis, habituellement, j'aime ça aller manger avec mon équipe ou si je peux pas avoir toute l'équipe, au moins avec 1 ou 2 personnes de l'équipe pour qu'on puisse avoir des petites anecdotes croustillantes à peut-être réutiliser pendant le match. Encore une fois, les interactions humaines, je mets dans mon tiroir. Fait que ça, c'est ma préparation. Donc, bien dormir, hydrater, réchauffer, 3 tunes. Beaucoup de préparation, dans le fond. D'accord. Là-dedans, il y a
de l'inspiration, aussi juste du se préparer physiquement pour le faire. Puis il y a un petit peu de chimie aussi, aller chercher un élément de chimie avec d'autres joueurs de son équipe. Toi, Isabelle, as-tu un rituel de préparation? Well, comparé à ça, non. Non, moi non plus. En comparaison, non. Là, il n'y a pas de... Moi, je suis à veille de juste show up puis jouer, là. Non, je dirais qu'il y a une couple de facteurs que, I guess, si je puise vraiment dans mes affaires, moi, je suis aucunement la personne qui se réchauffe physiquement. Je me réchauffe pas physiquement. Moi, ça me fatigue, puis j'ai pas ce training d'ordre drame-là qui comme fait en sorte que ça finit naturel de comme se stretcher puis des affaires de même. Fait probablement que je devrais, mais je fais pas ça. Je fais tout le temps sûr de manger longtemps avant que je joue, par exemple. Which qui est tout le temps malaisant parce que tu as un match qui est à l'entour de l'heure du souper ou comme pas longtemps après. C'est en partie parce que j'ai IBS, mais c'est aussi en partie parce que moi, ça me drain solide manger. Là, je suis fatiguée, puis je suis slow, puis je sais pas ce que je parle about du tout. Fait que manger ça, idéal, comme si je joue comme à 7h, 8h, idéalement, j'ai déjà fini de manger au plus tard, comme 5h30, 6h max, parce que ça, c'est juste l'idéal. Puis je mangerai probablement de quoi de light, si je peux. Oui, OK. De quoi que je fais, qui est peut-être plus niche, j'évite d'écouter de quoi qui est humoristique. Oh, intéressant. J'aime pas l'idée de comme m'asseoir là puis comme écouter du Bo Burnham ou de quoi, puis là jouer une game right après, parce que j'ai l'impression que ça met cette sorte d'humour là dans ma tête ou comme ça me rend comme un headspace où ce que je pourrais accidentellement comme copier ou faire comme une à la manière de ou comme répéter ça, juste tout d'un coup ça devient comme le sorte de personnage que je joue tout le long d'un match ou que ou juste carrément que des clichés me sortent de la bouche parce que j'ai juste ça dans la tête là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais trop réfléchi à, mais que en me préparant pour ce podcast-ci, c'est comme, c'est vrai que comme, je m'ai déjà vu comme accidentellement, comme par habitude, mettre quelque chose, puis là, comme, non! Je trouvais quoi d'autre à écouter, parce que je sais pas, comme j'ai comme cette peur-là que ça va, pas teinter, mais comme affecter ma performance, que ça sera moins comme pur moi, ça sera juste pas que l'humour, c'est ever purement toi, là, t'as une influence, everything, mais que c'est pas frais dans ma tête, que je suis pas en train de écouter les têtes à claque comme 20 minutes avant que je rentre dans un match. But à part de ça, honnêtement, pas grand-chose. Je pense pas que le social a une influence sur moi. Sais-tu quoi? En y pensant un petit peu, je dirais quasiment que j'ai probablement le réflexe de réduire le social parce que là, je suis on trop tôt. Ah, OK, ouais. OK. Parce que je m'ai déjà vu être comme extrêmement drôle pendant 1h30 avant le match. Puis là, le match start, puis je suis vide, là, j'ai fini. Brûlé. Ouais. Je viens juste de faire le spectacle pendant la dernière heure et demie, puis là, j'ai plus rien à donner. Ça, j'ai probablement le réflexe de comme réduire ça, mais peut-être comme dans la demi-heure avant, je serais probablement plus sociable parce que là, je suis en train de me mettre dans ce genre de... Surtout avec d'autres improvisateurs, tu te mets dans un headspace que t'es en train de genre comme envoyer des chics puis des quips. Puis ça fait un petit peu le travail d'un caucus, mais avant un match. So, tu sais, t'es en train de réveiller ton cerveau, t'es en train de te mettre dans comme la façon de penser. Mais je pense pas que je fais autant d'efforts conscients. Je suis en fait vraiment impressionnée de ton de ton travail conscient qui commence multiples semaines avant que tu joues. Je suis pire que ça encore, parce que Oh, good! Non, pas pire que José, pire qu'Isabelle. C'est-à-dire que... Non, moi, sais-tu qu'est-ce que c'est, Isabelle? Qu'est-ce qu'on a en commun en termes de préparation? C'est qu'on a fait tellement trop de tournois l'autre côté de la clôture. Comme organisateur, comme ombudsman, comme arbitre, comme officiel, où ce que t'as pas de break, où ce que là, faut aller jouer un match étoile. OK, regarde. Tu sais, là, je suis en train de travailler jusqu'au moment où ce qu'il faut que j'aille jouer, là, en d'autres mots. Right. J'ai pas le temps pour une préparation autre. Moi, ce que je dirais, c'est que mes préparations, ça m'a déjà arrivé, là, qu'il faut que je tue un mind killer ou, tu sais, une affaire où ce que je pourrais pas jouer parce que j'ai un problème personnel qu'il faut que je deal avec, puis là, c'est de mettre dans une cloison, puis se convaincre de quelque chose. C'est rare, ces choses-là, là. Ça fait pas partie de ma préparation. Moi, je dirais que ce qui fait partie de ma préparation, et là, c'est pas non plus les choses qui viennent naturelles, là. Être fatigant toute l'après-midi avant le match. Ça, c'est juste normal. C'est juste ma personnalité. Non. Qu'est-ce que je fais comme préparation n'est pas réellement avant le match. Okay. Plus comme toi, quand tu dis, OK, plusieurs jours à l'avance, mais j'ai pas un match en vue. C'est un peu comme, il y a beaucoup de monde qui me demande, comme à cause que je blogue tellement, pas juste pour l'impro, mais dans mes espaces privés, comme je crée du contenu à la tonne. Et il y a des gens qui vont me demander,
comme d'où ça vient tout ça, ben c'est comme il y a rien qui est gaspillé pour moi. Si je regarde un film, il va y avoir une critique écrite puis elle va aller sur le blog, etc. Tu sais, comme il y a rien que je fais qui après ça n'est pas recanalisé à une des autres activités. Que ce soit écrire ou que ce soit improviser. Donc, dans le fond, la prochaine fois que je vais jouer, je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Mais tout ce que je fais normalement est une préparation vers ça, qui est une façon plus philosophique de le dire et qui me déculpabilise complètement de faire rien. Mais en réalité, tu sais, je me souviens qu'il y avait des choses qu'on faisait ou ce qu'on se disait, parce que comme Robert Gauvin, par exemple, aimait lire une page de poésie juste avant un match. OK. Dans 1 heure avant un match, là, quelque part, là, il allait lire une page de poésie, c'est pas différent de ce que c'est, tant que ça rime. Comme ça qu'après ça, si jamais il y a une rimée, les mots viennent plus facilement. Pour lui, ça débarrait ça. Je sais pas si ça aidait Bass. Bass, lui, il faisait exactement le contraire de ce qu'Isabelle disait. Avant ses matchs à la Licume, au début, là, quand il était jeune, il regardait Ace Ventura Pet Detective au complet avant chaque match. Nice. C'est vraiment tannant à la QI, il va te dire. Mais non, dans la Licume. Fait que son lundi soir, là, il regardait ce film-là. Fait que pour lui, ça le débarrait, ça. Puis je me suis jamais aperçu qu'il copiait Jim Carrey. Non, pas du tout. Ouais. Puis je suis sûre que ça serait pas vrai pour moi aussi. C'est juste, je sais pas, moi je peux me mettre dans un headspace où ce que je peux être superstitious. Ah ouais, comme moi je suis pas superstitieux du tout. Fait que j'ai même pas les rituels que certains joueurs se donnent. Ben moi je peux comme, je suis pas superstitious, mais je peux me mettre dans un headspace où ce que je peux le devenir. Il faut vraiment que je fasse attention. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas une routine vraiment définie. Parce que si j'avais une routine définie, puis que là, j'ai pas le temps de faire ça, je pense que ça affecterait mon jeu. Je suis comme activement en train de contrer le fait que j'ai joué un bon match, puis je portais ces pantalons-là. Fait que clairement, faut que je porte ces pantalons-là tout le temps. Comme ça, c'est le genre de comme conspiracy thinking que je pourrais me mettre dedans si je me laisserais faire ça, puis je fais pas ça. Puis activement, je dois comme contrer ça dans ma brain, comme je vais purposefully pas porter ça la prochaine fois, comme juste pour me casser de ça. Mais je pourrais me mettre dans ce headspace-là. Moi, je connaissais du monde qui écoutait comme la même tune juste avant leur match tout le temps. Mais c'est comme, pour moi, j'étais comme, là, j'ai pas la tune, là. J'ai pas ça sur mon téléphone tout d'un coup, puis là, ça me psych out, ça devient un mind killer, tu sais. Mais tout ce que je regarde, tout ce que je lis va peut-être se reconstituer en impro plus tard. Je me souviens de faire ça comme au secondaire, parce que j'ai lu un livre intéressant, où il y avait une scène intéressante, ça serait le fun, comme il y a un impro que c'est ça. Puis je suis pas en train de copier du livre parce que je vais jouer avec des innocents qui ont pas lu le livre. Fait ça va se traduire autrement. Ben, des innocents dans le vrai sens, là, où ils sont naïfs de la chose que j'essaie de manipuler. Je dirais que j'ai presque plus de préparation avant match quand je suis arbitre. Ben évidemment, faut écrire les thèmes, toutes ces choses-là. Il y a une grosse préparation. Mais aussi, tu sais, des choses comme, des fois, le monde me trouvait agressant, peut-être à la Licume, parce que pour moi, être choqué à propos de l'organisation, puis que les bandes sont pas encore montées, puis que si ça marche pas, puis le système de son marche pas, puis je sais pas quoi, plus que je me mettais en maudit avant un match, plus que j'étais clair, concis pendant que j'arbitrais. Mais, tu sais, en réalité, moi, ma préparation d'avant-match, et comme Isabelle, il y a pas de physique, comme ça, je suis sûr de me faire mal. Ça fait partie du processus. Mais tu sais, le processus pour moi, c'est vraiment de rester ouvert puis de dire tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, toute mon expérience doit être accessible. Est-ce que je vais me souvenir de ces choses-là? Est-ce que je vais pratiquer des affaires dans la douche comme Francis? Oui, parce que c'est juste ta tête va à des places. Mais est-ce que j'ai une préparation d'avant-match comme telle? Moi, je dis, après avoir entendu José exposer la sienne, je vais dire non. Mais tu sais, il y a des différences, là. Et si je prends comme une question de Nathalie Gauguin sur Facebook ici, elle demande, est-ce que notre préparation est plutôt solo ou en groupe? On vient de parler de la solo. Mais tu sais, parce que avec ton équipe, ça peut être différent. Oui, comme par exemple avec Improtéine, on avait un rituel où on chantait une chanson, puis chaque personne ajoutait un couplet. Puis on inventait le couplet juste là en arrière-scène, 5 minutes avant de rentrer sur scène. Puis ça, c'était notre réchauffement. Et tout le long, on était en tournée ensemble puis tout ça. Alors, on mangeait ensemble, on avait des interactions avec d'autres gens dans des magasins, dans des restaurants. Donc, on se nourrissait de ces interactions-là. Dans la van, on écoutait des chansons, on se chicanait, on riait, on faisait plein d'affaires. On avait plein de discussions ensemble dans la van. Ça nourrit la préparation d'avant-match aussi. Mais on avait un rituel de chanter une chanson puis d'inventer un couplet chaque. Là, boum, on y allait. Puis on avait, je me souviens pour la lieu, à mes tout débuts,
quand je jouais avec, il y avait un joueur en particulier, Larry. Larry puis moi, on citait Back to the Future 3. Okay? C'était vraiment spécifique. Fallait absolument que ce soit la scène de Marty McFly qui rentre dans le bar, dans la taverne. Well, take a look at what just breathed in the door. Well, I didn't know the circus was in town. Puis là, comme on se répète ces phrases-là, puis on prend le personnage, puis on faisait juste cette scène-là. Puis après ça, fou, on pouvait rentrer sur scène. Puis c'est niaiseux, là, mais c'était soit Back to the Future 3 ou Forrest Gump. Aussi, on faisait avec la scène des brosses à dents, là, okay? Shrimp combo, en tout cas. On faisait cette scène-là. L'important, c'est qu'il y ait des accents du sud des États. Oui, fallait avoir des accents, fallait faire quelque chose avec des accents. Je pense que l'idée, c'est parce que fallait sortir de José, fallait sortir de Larry pour incarner un personnage dans cette citation-là, puis se lâcher lousse, puis le faire gros. Comme ça, on est comme, OK, je suis prêt. T'sais? Puis c'est quelque chose de team building, là. C'est vraiment un esprit d'équipe, là. T'sais, on jouait dans la même équipe, donc on avait ça. Pour la QI en 2005, c'était les chandails. C'était de faire un chandail à la fois. Il rentre dans le chandail. Comment? Viens-t'en, Christian, OK, wouh! Tu sais. Viens-t'en, Ian, let's go, Ian, yeah. Puis là, on mettait chacun notre chandail. Fait que ça, c'était une préparation d'avant-match qui était plus, je voudrais pas dire comme tantôt tu as utilisé une superstition. C'est pas une superstition, mais c'est vraiment comme faut le faire. Mais on n'allait pas capoter si on le faisait pas, mais comme à la QI, il fallait présenter chaque joueur avec nos gilets dans notre petit cocon tout seul, juste Ottawa. Parce que si on le faisait pas, on dirait que ça manquait le pep, l'énergie d'avant-match. Tu vois, au secondaire, ils nous forcent à se réchauffer avec l'autre équipe, faire comme la pendule ou comme, je sais pas moi, faire une saute-mouton ou c'est quelque chose avec l'autre équipe. On se mélange. Puis oui, je comprends, mais moi, j'ai jamais aimé ce bout-là. Comme autant que j'aimais me réchauffer avec mon équipe, j'avais de la misère à tout de suite me réchauffer avec une autre équipe que je connaissais pas. J'étais comme ça, c'est weird. Il me semble que ce temps-là est vraiment fait pour, je veux être avec mon petit noyau, ma petite famille. Tout le monde est correct, pourquoi elle a peur? Elle a peur, pourquoi elle a peur? Oh, on va régler ça tout de suite, tout le monde doit être correct avant de commencer, puis on dirait que comme donner mon énergie à l'autre, ça sonne vraiment comme égoïste, là, mais vous voulez pas partager cette énergie-là avec les autres tout de suite. Pour moi, c'était comme, quand on va être sur scène avec les autres, là, pas de problème, je vais tout te donner. Mais là, en ce moment, avant match, je veux donner tout à mon équipe. Puis après ça, quand on va être sur la glace, je vais tout te donner, pas de problème. Mais avant match, moi et mon équipe, c'était important. Très compréhensible. Puis je l'ai déjà vécu. Des fois, c'est forcé ou comme il y a une équipe qui est juste dans ta bulle, puis t'es comme... Eux autres veulent être comme chummy, puis t'es comme décolle, c'est notre moment. Mais je demande ça à Isabelle pour... mais dans le fond, on l'a tout fait. Et t'es entraîneur. Est-ce que, quand on est entraîneur, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on force des sortes de préparation sur nos joueurs, que ça soit entièrement rituel, mindset, énergie, comme que tu viens de décrire, ou autre chose, au-delà des pratiques qui sont évidemment une préparation pour ces tournois-là, ces matchs-là. Toi, Isabelle, faisais-tu ça là, quand tu coachais à l'université? Y avait-tu quelque chose? Je suis pas bonne à ça. Ça, c'est pas ma force. C'est pas ma force, puis c'est parce que je suis super bas énergie jusqu'à temps que le match commence. Puis ça, je suis de même avec beaucoup de choses, comme le monde va me demander comme tu hâtes au tournoi la semaine prochaine, puis je suis comme demande-moi 1 heure avant que le tournoi start la semaine prochaine. Comme je suis pas comme excitée d'avance pour des choses, je suis pas la right personne pour compléter cette chose-là. Fait que moi, j'ai souvent eu des capitaines qui étaient vraiment bons à ça. Puis je sais pas si c'était par exprès, peut-être que comme sans réaliser, j'étais en train de choisir des capitaines que je savais qu'ils pouvaient combler ce manque-là que moi je pouvais pas faire. Comme je me rappelle en particulier de Sébastien Haché, que lui était super bon à ça. Parce que lui il était pas le genre de comme faisons des cheers, mais il est le genre de personne qui fera juste une toute petite affaire calme, mais qui met tout le monde à l'aise, puis tout le monde dans un headspace positif, puis que tout d'un coup, on est comme... Si on était stressé, on est beaucoup moins stressé. Si on était bas énergie, on est beaucoup de meilleure humeur, puis on est beaucoup plus prêt à s'enjoyer. Puis lui, t'es super bon à ça. Puis je suis contente parce que moi, j'aurais pas été la personne qui aurait facilement provoqué ça. Parce que c'est pas naturel pour moi. Moi, je suis plus la genre de personne que s'il y avait quelque chose comme, si on a besoin d'un pep talk comme, OK, là, que comme là, faut se psycher, là, parce que comme ça allait pas bien, ça, j'aurais pu faire ça.
Mais juste comme du normal réchauffage, non. Sur moi, mes capitaines étaient souvent les personnes qui s'occupaient de ça. Ben, moi aussi, je pense que, de toute façon, à l'universitaire, tu veux choisir un capitaine. Tu veux que ton capitaine soit le leader. Toi, t'es au service de l'équipe, puis tu t'occupes de toutes les cochonneries alentour. Mais tu veux un capitaine qui est un leader si tu peux. Comme moi, c'est mon Régent Claveau, par exemple, aurait été comme mon exemple, dans mon cas. Je pense aussi, dans des tournois, il y a souvent une routine à établir, que le coach fait partie de ce, juste comme créer une sorte d'ordre qui doit être suivi. So, par exemple, moi, dans une QI, j'étais la personne qui a une demi-heure avant notre match, parce que moi, j'aimais qu'on regarde les matchs. Il n'y a pas de debriefing d'une heure et demie, puis il n'y a pas de... Non. On est dans les salles le plus qu'on peut pour voir le jeu, parce que c'est ça qui nous nourrit. Ben là, une demi-heure, faut aller se crêcher en arrière. Puis je pense même pas que je portais de montre à ce temps-là. Fallait que quelqu'un me le dise. Tu sais, j'avais comme un assistant qui me disait, parce que ça faisait partie de la routine, si on veut. Je disais fort pendant un caucus, pendant de la musique, je disais top chrono. Quelqu'un me disait l'heure. Et si on était à la bonne heure, à l'heure qu'il fallait décoller, je me levais debout puis je disais passy out. Toute l'équipe se levait puis on décollait. Pour les joueurs, ça les focusait. Comme pour moi, ces petites choses-là, c'est OK, vous êtes en état relax, vous êtes en train de jaser entre vous autres, vous êtes en train de regarder une game de quelqu'un d'autre. Ils entendent ces mots-là et c'est comme imposer une musique à une ligue, là. T'entends cette musique-là, oh, chien de Pavlov, on décolle, on est focusé. Tout d'un coup, on est dans la bonne place. Puis il faut pas que ça soit trop proche du match parce que le focus va se dissiper. Donc, c'était important, whatever heure qu'on décollait, là, c'était important que c'était proche assez du match que le focus allait rester. Je dirais que c'est comme un peu la seule chose que je faisais. Toi, José, quand tu as entraîné, est-ce que tu as appliqué les choses que tu faisais comme joueur? Comme j'ai dit, la fois que j'ai entraîné à la QM Montréal, j'ai pas senti que j'avais bien ce rôle-là, mais comme enseignante, quand je suis entraîneur de l'équipe d'impro de l'école, j'essaie de mieux connaître les joueurs autant que possible. Parce que là, je peux voir, est-ce qu'ils ont besoin de rire ensemble? Si oui, je vais leur faire comme une impro juste sans thème ni caucus ou juste leur pitcher quelque chose comme à la manière de quelque chose, juste pour pouvoir comme les faire rigoler un petit peu avant le match. Si je vois qu'ils ont juste besoin de jaser, ben on va peut-être aller, je sais pas moi, si le Tim Hortons est pas loin, ben on va peut-être aller ou à la cafétéria de l'école, tu sais, d'un tournoi, on va aller à la cafétéria de l'école. Là, ils vont manger une petite collation, on va jaser, puis ils ont besoin de décompresser. Je pense aussi, si je vois que j'ai des joueurs qui sont un petit peu plus comme des moteurs dans l'équipe, mais je vais les laisser peut-être seuls à leurs affaires parce que je sais que c'est important que tu aies un petit peu de temps pour toi dans tes affaires. So, je vais pas imposer quelque chose. Si je vois que tranquillement, il y a 2-3 joueurs qui vont comme aller se mettre comme dans un mindset plus de concentration, mais je vais les laisser faire. Je pense que c'est juste d'être à l'écoute que chaque joueur a une préparation différente, puis chaque équipe a une préparation différente. Il y a des équipes qui vont vouloir faire tout ensemble, puis il y a des équipes qui sont comme non, on fait nos propres affaires. Mais comme toi, je pense que c'est important de les rappeler quelques minutes avant le match, faire une petite activité ludique, mais juste un OK, là, c'est go time. Parce que c'est important de mousser la nervosité, le bon stress. Parce que s'ils sont trop relax, c'est un peu comme tantôt quand t'as dit à propos de manger trop proche de la game. Tu sais, tu deviens trop, quand t'es trop relax, t'as pas le sentiment d'urgence, t'as pas l'énergie pour pousser tes personnages, pour développer quelque chose. Quand t'as pas le sentiment d'urgence, tu sens pas comme si tu dois créer, t'es juste là en attente de quelque chose. Peut-être que je vais leur dire comme un petit 20 minutes avant le match, je vais être comme OK, guys, tenez-vous-en, puis là je vais leur dire OK, ben essayez de faire un mot lien, tu sais, je vais leur donner comme soulier là, on va faire bas, froid, hiver. Puis là, ils vont juste comme faire juste une petite activité. Si au moins ils sont allés chacun de leur bord, juste un petit 20 minutes avant le match, juste quelque chose pour les rassembler, pour qu'ils soient dans un état d'éveil, puis après ça, on peut y aller. Je suis beaucoup mieux maintenant que je l'étais quand j'étais à l'université. Je pense pas que j'étais assez mature pour être entraîneur dans ce temps-là. Ben, un des gages qu'on fait en pratique, je sais pas si d'autres mondes l'utilisent, mais je faisais ça en pratique, parce qu'en pratique, il n'y a pas d'urgence. Mm-hmm. Performer en pratique, pour moi, est un fort indicateur que tu vas performer en tournoi, parce que
Yep. Si t'es capable de faire ça là, tu vas être capable de faire ça en tournoi, là. Ouais, en tout cas, normalement. Mais une des choses qu'on gageait, puis je le faisais en pratique, puis il y a des QI où ce que je me souviens de l'avoir fait en chambre avant. Et c'est le chronomètre où ce que je dis à quelqu'un, 30 secondes, on continue à interagir, tout ça, il y a pas personne qui compte dans leur tête. Fait que là, la personne va répondre, Mané va dire, ça fait 30 secondes depuis que tu m'as dit. Mm-hmm. Et là, si je regarde le chrono, puis si ça fait comme 40 secondes, ben t'es trop relax. Ouais. Puis si c'est comme 17 secondes, trop vite, ouais. Relax, là. T'es trop hyper. En réalité, c'est fait pour que tu apprennes tes timings, puis que quand t'es dans une impro, tu sais que 30 secondes, c'est à peu près ça, que quand l'arbitre fait ça, ben tu sais que 30 secondes. Tu sais, on pense en tranches de 30 secondes comme improvisateur souvent. Définitivement. C'est ça, mais c'est aussi un bon gauge, à mon avis, de est-ce que la personne est trop excitée ou trop relax. Et là, le faire juste avant une game, plus que le monde devienne concentré, plus qu'ils ont le 30 secondes pile. Fait que je l'ai pas fait à chaque QI, mais il y a des QI où regarde, t'as un chrono anyways. T'es le coach, puis t'as un chrono, puis il y a rien à faire, puis on est dans une loge. On fait un peu de ça. Je le fais des fois avec mes élèves pour le tournoi provincial. Quand on a du temps à perdre, là, il y a pas de, je vais les asseoir un par un, puis là, je vais leur dire, parle-moi, utilise un personnage que tu veux, raconte-moi quelque chose, puis quand tu penses que ça fait 30 secondes, arrête. Puis là, on check ça. C'est un peu le même concept, là. Fait que là, s'ils sont 22 secondes, je suis comme, OK, ben, t'en avais encore un petit peu. T'avais encore un petit peu de jus à ajouter. Puis si c'est 45 secondes, t'es comme, oh, ben là, c'était un petit peu trop long, tu sais. Alors, il faut avoir un petit peu plus d'énergie puis essayer d'être plus concis dans le 30 secondes. Puis ils aimaient tellement ça. Puis quand ils arrivaient pile là, sur le 30 secondes, ils étaient tellement comme, alright, OK, là, j'ai une meilleure idée de... Puis ils étaient tous pompés déjà. Donc, l'exercice, comme tu dis, a fait le résultat de les préparer mentalement pour ça. Puis de penser en tranches de 30 secondes. Parce qu'on a Isabelle Godin sur Facebook qui demandait si c'était différent de se préparer pour un match de ligue versus un match de tournoi. Je dirais même versus un match à la pige, là, une sorte de match étoile, tout ça. Il y a rien de ça qui est le même niveau d'urgence. Mais je pense que c'est ça. Tu l'as bien dit, là. Le niveau d'urgence. Un match étoile où il y a rien en compte. Quelqu'un pourrait dire, puis Michel, tu vas jouer. Puis je me lève de mon siège puis je joue. Comme préparation. Me semble pas nécessaire. Mais tu sais, quand t'as un tournoi qui compte, là, tout d'un coup, toutes les techniques qui sortent, là, disons. Peut-être que moi, je dirais, parce que comme coach d'une équipe, je fais pas vraiment ça. Mais comme arbitre, je le fais un petit peu plus. Parce que je pense que quand c'est arbitre, tu côtoies des juges de ligne. Puis des juges de ligne, c'est souvent probablement les plus jeunes du groupe. C'est pas toujours, là, mais c'est souvent les plus jeunes du groupe. Puis ils ont pas nécessairement autant un sentiment de faire partie de comme un groupe que la table de stats, qui sont assis tous ensemble, qui passent le match ensemble, qui ont comme une complicité qui se forme parce que ils vivent le whole match assis ensemble. Puis de quoi que je fais souvent, c'est faire comme un three-way fist bump. Jusque comme, j'ai un fist bump qui fist bump un juge de ligne, puis l'autre point qui fist bump un différent, puis là, les deux juges de ligne se fist bump en deux. On fait comme un cercle de fist bump. Puis ça, comme, c'est juste une mini thing, puis je fais usually ça comme pendant que les équipes sont en train de se faire présenter. C'est pas comme super tôt d'avance, mais c'est vraiment comme un alright, comme bam, on commence. C'est là, let's get into character, un petit peu là, comme kind of move. Ça sonne plus positif que mon fais-moi pas honte. Ça, c'est up there avec John Boucher, qu'avant que tu rentrais dans un impro, il disait « Suce pas! » Ah oui, des bons conseils. Mais je pense que comme des petites moves de même, ça fait plus de différence qu'on s'attend, je crois. Ça a quand même une valeur, même si c'est des petites affaires. Moi, je pense que c'est les petites affaires que comme toi qui te levais pour dire passy out, là. Comme ça, c'est une mini chose, ça n'a pas un effet concret mais juste cette tradition-là, juste ce suite d'actions-là fait en sorte qu'on dirait, OK, là, ça commence, on se met into gear, là, tu sais. Mais tu mentionnes le travail de l'arbitre. Évidemment, c'est pas nécessairement ça le focus du sujet. Fait que je vais le virer de bord, ou d'ailleurs, je vais juste utiliser la question d'Isabelle Godin pour le revirer de bord. Parce que dans la préparation que l'arbitre impose aux joueurs, si on veut, il y a une conversation pré-match. Donc, avec nos écoles secondaires, primaires, tout ça, il y a des gros pré-matchs imposés, telle heure, tout ça. Dans des QI, ça dépend de l'arbitre. Il y en a qui viennent te dire quelque chose. En tout cas, ça peut varier. D'une façon ou d'une autre, l'arbitre va peut-être donner des conseils, des consignes. Isabelle ici demande quelle importance accordez-vous aux tips and tricks de l'arbitre? Qu'est-ce que vous aimez elle, vous donne comme info dans la rencontre pré-match? Donc, ce côté-là de préparation, ce que juste avant le match, peut-être qu'on va avoir des indices de qu'est-ce qui va se passer, ou du moins de qu'est-ce qui est attendu de nous. Je pense que pour des adultes à une QI, c'est beaucoup moins à propos de là, il va y avoir telle catégorie. Mais des fois, ça va être comme moi, là, je suis dur sur les manques d'écoute. Des
affaires de même. Qu'est-ce qu'on aime entendre? Qu'est-ce qui nous est utile? Moi, souvent, c'est comme, je trouve les arbitres complètement inutiles à ces moments-là. C'est drôle parce que je pensais justement à ça. Je suis comme, je sais pas, et comme au secondaire, les arbitres qui venaient nous voir en préparation avant match, c'était super utile parce qu'on avait aucune idée qu'est-ce qu'on faisait. On était pas très bons. Excuse-moi, tous ceux qui sont en secondaire, on était très bons. Mais je veux dire, on est en apprentissage à cet âge, c'est normal. On était en apprentissage, c'est ça que je veux dire. Ouais. On était bons pour notre âge, puis c'est ça. Mais je regarde juste mon jeu. Quand j'étais à ce moment-là, je connaissais rien, là. Alors, quand les arbitres viennent me voir, je suis comme, OK, oui, je vais faire attention à ça, manque d'écoute, OK, parfait. Comme adulte à la nuit, quand les arbitres venaient nous dire, moi, je veux faire attention à ça, puis non, comme il y a une partie de moi qui est comme, OK, fais attention à ça. Puis le petit diable à côté sur l'autre épaule est comme ça, il aime pas ça. Pourquoi qu'on le fait pas? Ça pourrait être le fun pour le show. Oh ouais, fais-en, t'es capable. Fait que, tu sais, il y a comme un petit deux côtés, là. C'est comme si un parent qui me dit mange pas le biscuit avant souper, puis je suis comme pourquoi pas? Ça pourrait être le fun, manger le biscuit avant souper. OK, on va le faire. Fait qu'il y a un petit peu de ça, comme tu dis, Michel, je pense que c'est à prendre avec un grain de sel, tu sais, un arbitre qui vient de parler, un adulte qui vient de parler à un autre adulte avant un match, c'est comme, OK, merci, mais on va prendre la décision entre équipes, puis aussi avec l'autre équipe quand on va être sur la glace, qu'est-ce qu'on va faire. Puis si toi, tu sens le besoin d'intervenir, puis que ça soit ça le show, ben go, vas-y. Intervient, il y a pas de problème. C'est pas, je pense qu'il faut laisser aller un petit peu là, puis c'est pas, je pense qu'il y a un petit côté comme si tu me dis de faire attention à ça, ben peut-être que je vais aller de l'autre bord puis je vais faire le contraire. Tu sais, moi mon expérience est plus comme OK là la clique ou des zèbres d'or, parce que tout le monde est des adultes là, puis on joue pour le fun, puis on care vraiment pas. L'arbitre qui vient me dire, ben là il va avoir une à la manière de, puis OK c'est bon, explique à la manière de là parce que je joue avec des niaiseux là, mais moi juste pour mettre Annick à l'aise. Puis, non, Annick est la pire. Annick est vraiment la pire pour ça, où que tu y expliques une à la manière de, puis elle te regarde, puis elle fait comme, whatever. J'ai rien compris, je vais suivre. Puis elle va quand même la rocker. Ben, c'est ça qui est le pire. C'est ça qui est tannant. Mais aussi, il y a des arbitres comme, c'est sûr, si moi je suis en train de jouer, là on parle dans mon réseau, si moi je suis en train de jouer, l'arbitre est probablement plus jeune que moi. Ouais. Non, mais des fois, fait qu'on va pogner des arbitres qui sont plutôt jeunes, puis peut-être qu'ils m'écoutent maintenant, puis que j'espère que je vous fais pas de la peine en disant ça, mais pour moi, quand quelqu'un me dit il va y avoir une chantée, je suis comme wow là ça c'est des spoilers parce que j'ai pas besoin de préparation, puis y a pas un conseil que tu vas me dire à propos de la chantée qui va changer mon jeu à ce point-ci dans ma vie. Fait que c'est dur quand t'es à l'âge adulte de recevoir du feedback, puis je pense que du conseil. Comme un conseil. Je suis habitué de l'enseigner. Il y a pas de conseil que toi tu vas me donner que c'est pas régurgité de quelque chose que moi je t'ai déjà donné. Fait que pour moi c'est comme garde, laisse-nous juste jouer. Puis je comprends qu'il y a des joueurs plus jeunes ou moins expérimentés, ça peut être des bons conseils. Mais moi je veux pas recevoir ça. Parce que ça m'irrite, comme juste laisse-moi tranquille. Je veux même pas être ici là pour entendre ça. Ben j'ajouterais à ça que être un arbitre pendant longtemps, puis un joueur de longue date est un lethal combo pour être en train d'écouter les conseils d'un arbitre qui waltz in dans la pièce. Parce que l'affaire, c'est que fondamentalement, si ça fait longtemps que tu joues, puis en plus t'es habitué de observer puis de juger, puis d'arbitrer, puis de faire ces speeches-là, tu sais qu'est-ce qui va pas bien dans le tournoi. Tu sais qu'est-ce qui est wrong. T'as pas besoin de l'entendre. T'as besoin de te faire dire pareil, parce que des fois, tu réalises pas que t'es coupable de ça, puis des fois, tu réalises pas que comme c'est pas ton problème. C'était le problème de notre équipe, mais si toi, tu fais le même affaire, les strikes sont déjà donnés, là. La troisième strike, peut-être, c'est ta première, mais c'est la troisième strike du tournoi, puis c'est bon d'avoir une vue d'ensemble sur ces choses-là. D'accord. Mais souvent, dans mon expérience, quand un arbitre m'a dit, moi, là, les rudesses, le monde va être rude à mort, puis ça sera jamais puni. Comme l'arbitre a une fausse impression de qu'est-ce qu'il est capable de déceler. Il est pas en train de te dire je veux pas avoir de rudesse, il est en train de te dire je vois pas des rudesses, fait que faites-en pas parce que je sais pas comment les punir ou les expliquer. Oh non. Moi c'est ça j'entends parce que je l'ai vu trop de fois. Comme cet arbitre-là qui me dit telle affaire, moi je care about cette affaire-là. Non, tu devrais carer à propos de le spectacle, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas. Mais si tu me dis que tu cares à propos d'une sorte de punition spécifique, je suis prêt à jurer que t'en donnes pas, puis que ce match-là va être plein de ces choses-là, puis moi je l'aurais puni, mais toi tu le punis pas. En tout cas, c'est tellement comme ça me file tellement comme une perte de temps. Ouais. Ben, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant avec le pré-match, c'est que moi mon réflexe c'est pas de dire ce que je veux pas qu'ils font, c'est de leur dire ce que je veux voir. Puis je pense que l'erreur
l'erreur, le rookie mistake d'arbitre, c'est de faire, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Puis là, le monde se garoche avec ces mots-là dans leur tête au lieu de les mots positifs. C'est au lieu de faire dire, je veux que vous faites des personnages super comme différents, sortez de votre bulle, puis prenez des risques artistiques, comme c'est ça que je veux voir. Ils entendent, soit pas statique, soit pas confus, soit pas rude. Puis ça, je trouve que ça, t'as raison qu'il faut que ça encourage ça. Parce que c'est ça qu'ils ont dans leur tête juste avant la game start. Puis je pense que ça, c'est la responsabilité de l'arbitre. Un arbitre peut vraiment messer up le pré-match à une team en faisant un bad pré-match. Ben, t'as dit quelque chose qui est super important parce que une des choses que moi je voudrais entendre, un arbitre qui dit à une équipe, vous êtes libre d'expérimenter, prenez des risques, ça va payer. Je vais pas punir si c'est bon, je vais pas punir si ça marche. Tu sais, même si à quelque part, comme encourager l'audace. Par exemple, donner une permission de faire quelque chose est plus utile à une équipe, à libérer une équipe, à donner un bon spectacle après, que de leur mettre des balises. Qui sont des règlements anyways. Puis je pense quand on joue des adultes et qu'un arbitre adulte, je pense t'as complètement raison dans ce contexte-là de les encourager à explorer puis à faire comme surprenez-moi, on va vraiment loin. Par exemple à l'acronyme dans la ligue que je joue habituellement, j'ai pris une pause cette année avec la COVID. Je trouvais que c'était peut-être une activité trop risquée pour ma famille. J'avais des enfants qui n'étaient pas encore vaccinés, tout ça. Mais j'aimerais bien ça y retourner parce que je m'ennuie beaucoup. Mais c'est souvent, on a des arbitres qui sont comme plutôt des maîtres de jeu. Donc, ils vont venir puis ils vont dire, ce soir, ma vision du spectacle, c'est, je sais pas moi, par exemple, le rêve. Okay? Fait qu'il va y avoir des thèmes qui ont des liens avec le rêve. Il va y avoir peut-être des jeux spécifiques improvisés qui ont rapport avec le rêve. Donc, ils vont pas dire, je veux pas voir ça, mais ils vont dire, il va peut-être y avoir une histoire continuée à la première période, qu'on va continuer à la deuxième, comme un genre d'impro-théâtre, mais qui va se continuer à la deuxième période. Il va y avoir tel jeu. Fait que nous, dans notre tête, on est comme, OK, on a une préparation mentale de quel type de thème le metteur en scène veut avoir pour la soirée, mais on est libre là-dedans. La personne va pas dire OK, ben je veux pas voir ça. Elle va dire ça mon idée, c'est ça mon idée pour la soirée. Puis c'est plus comme un genre de caucus avant match qu'on fait avec l'arbitre qui devient une espèce de comme un joueur de plus, t'sais. Il nous partage sa vision. Là, on est comme OK, ben on va essayer de fitter dans cette vision-là, mais on va pas si ça dévague, si ça diverge, c'est pas grave, on ira vers d'autres choses, mais au moins on a comme un fil conducteur, on a comme une idée commune d'y aller ensemble vers le rêve. C'est ça que moi j'ai vécu dernièrement, puis je trouve ça vraiment plus agréable que de faire faites attention aux rudesses. Parce que comme tu dis, il y a pas grand-chose que tu peux me dire, puis c'est pas pour sonner, il y a pas grand-chose que tu peux m'apprendre, mais tu sais, on sait c'est quoi une rudesse, puis quand on le fait, on le sait, puis on se sent mal après, puis on n'a pas besoin de cogner sur le clou, là, tu sais. Je pense que c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ces informations-là? T'as pas déjà fait la rudesse? Tu vas quoi? T'empêcher de faire une rudesse dans le futur avec ton warning pré-match? Il y a rien d'actif que tu peux faire avec pas faire quelque chose. Mais c'était un ton artistique. C'était le mindset d'audace puis de risque artistique. Ça, c'est toutes des choses que tu peux activement essayer de produire pendant un spectacle. Tu as des directives spécifiques par rapport à faites des personnages que j'ai pas vus. OK, je vais faire des personnages qu'on n'a pas vus. Ça, c'est comme une chose qui est proactive, tandis que je pense que ne pas faire quelque chose est très très abstrait. En plus, comme je sais même pas à qui ça serait utile, même quelqu'un plus jeune, à moins qu'il y ait vraiment activement un problème comme aussi au sein d'un tournoi qui est récurrent comme partout. Ça, je peux comme là. Mais comme qu'est-ce que je fais avec sois pas confus? Ben guess what? Ça sera déjà trop tard. Ça, c'est vraiment celle-là qui est impossible d'empêcher. Ça va m'arriver. Mais je pense que comme ça que les arbitres peuvent faire, surtout à des âges plus jeunes qui sont en apprentissage, etc. Tu sais, c'est d'être une sorte d'extra coach qui donne des conseils par rapport à ce qu'on va voir présentement. Quand ce que je te dis, OK, faut arrêter tel comportement qui est rude, pas arrêter la rudesse, mais le comportement spécifique. Là, ça, c'est des choses, des fois, c'est stratégique de la part des joueurs.
c'est un avertissement que, garde, je vous ai pogné, là. C'est fini. C'est un avertissement qu'il y aura des punitions. Fait que vous ne pouvez pas trop chialer, vous avez eu un avertissement par rapport à ça. Moi, c'est le même que je l'utiliserais comme arbitre. Mais là, on parle vraiment d'une préparation 15 minutes avant une game, là. Comment de préparation comment intégrer des comportements dans ce 15 minutes-là, c'est presque trop demandé. C'est comme tu dis. Je dirais ça, par exemple. J'ai déjà, comme arbitre, provoqué des genres de réchauffement que, comme vous autres, vous mentionnez que vous auriez fait comme joueur, parce que je vois qu'il y a un problème qui est pas en train de se corriger dans une équipe. Comme du stuff, comme si je vois que comme le monde est super comme pogné, on dirait que personne veut jouer physique, ils sont comme dans leur, puis on dirait qu'ils sortent pas de leur zone. Mais tu sais, je m'ai déjà vu rentrer, c'est alright tout le monde. Imaginez comme, je sais pas, tu sais, ces affaires-là, là, ces Noodle Man, là, qui bougent avec l'air, là. Ça. Imaginez C'est drôle, ça m'a fait penser à ça quand t'as fait le mouvement. Ah, tu regardes. C'est comme le petit bonhomme qui bouge dans les stations-service. Mon mime est impeccable. Ouais. Mais je l'ai déjà vu comme faire ça, puis ça, c'est en quelque part que c'est quelque chose qui est juste comme un réchauffement qu'une team aurait pu faire indépendamment. Mais moi, comme arbitre de l'extérieur, j'ai vu comme, OK, les teams sont comme clairement nerveux, sont trop nerveux pour être physiques, sont trop nerveux pour être ouverts à des possibilités artistiques. On va juste faire quelque chose de vite, là, qui est pas très time-consuming, mais que on va juste se débarrasser de ça, puis là, on va jouer le match. Là. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ces petits exercices-là qu'une équipe aurait fait, de l'imposer en tant qu'arbitre aux deux équipes en même temps, sans que ça soit le weird mélange que José aime pas. Ça a pas beau d'ouvrir des choses, de la même façon qu'avec les jeunes, surtout en début de tournoi ou au début d'une saison de ligue. Dans le pré-match, il y aura toujours, OK, je vais faire une interaction avec le capitaine. Qui est-ce qui est capitaine? OK, on va le faire. Fais sûr de vous voyer. Ça, c'est ma réponse. Ça va être ta réponse. Puis là, tout d'un coup, ils sont comme débloqués parce qu'ils ont peur de ce moment-là qu'ils ont jamais vécu. Pour l'arbitre, peut imposer ces choses-là, faire une préparation avec eux, c'est intéressant, mais le gros du travail va toujours se passer longtemps avant le match, juste avant le match, etc. Oui. On parlait tantôt de on est-tu trop relax, on est-tu trop énervé? Puis, il y a deux questions envoyées par Francis Thériault qui touchent à ça, fait que peut-être qu'on va y retourner. Et la première, c'est comment faire le vide entre la journée folle du travail / famille et la game à 20h. Est-ce qu'on fait le vide? Parce qu'André Roy, le mois passé, semblait dire, lui, que toutes les bébites étaient les bienvenus parce que ça nourrissait. Je serais plus d'accord avec André que de faire le vide parce que l'impro, c'est, puis là, ça n'est vraiment un catchphrase, là, mais l'impro, c'est la vie, right? Parce que... Qu'est-ce le bout? J'aime ça. L'impro, c'est la vie. Mais c'est vrai parce que c'est des mini-scènes de la vie qu'on explore, qu'on crée de rien. Alors, si je fais le vide, j'ai rien pour meubler le rien. Là, j'ai de la misère en bébite, là. Alors, je vais quand même emmagasiner quand même ça, mais je pense que j'ai besoin, tantôt, Michel, tu parlais de compartimenter, comme genre mettre ça dans une boîte. Peut-être que je vais mettre comme dans un autre tiroir, OK? J'ai mes morceaux de personnages, tout ça. Mais là, j'ai un autre morceau de tiroir avec ma journée très demandante, tout ça, puis je vais garder ça là-dedans. Fait que je vais pas faire le vide, je vais le garder dans ma tête, mais c'est au niveau de prendre conscience de son corps, un peu comme un genre de méditation, un peu, là. Comme tu vas juste comme peut-être ralentir un peu ta respiration, peut-être prendre conscience de sa respiration, peut-être jouer une toune, mes 3 tounes de musique, moi, ça m'aide. Donc, je vais jouer mes 3 tounes, je vais choisir pour vrai. Ça se peut que mes 3 tounes changent, là. Ça dépend. Mais moi, les 3 tounes aussi peuvent m'aider à lâcher mon fou. Ça peut être comme du gros Led Zeppelin pour commencer, là. Tu sais, whatever, là. Je vais mettre comme une toune, puis ça va juste me remettre dans mon corps, physiquement prendre conscience de mon corps. Fait que comme ça, le stress de la journée est quand même là dans ma tête, mais pas dans mon corps. Mon corps est prêt comme acteur à jouer la scène, puis je vais aller puiser dans mon expérience journalière parce que, comme tu dis, rien ne se perd. Puis tu vas aller le puiser pour pouvoir jouer des personnages, des situations. Ça m'est arrivé plein de fois que, comme, il y a des affaires stressantes de la vie quotidienne que je vais réutiliser dans mon jeu. Puis c'est important. Mais je pense que c'est important pour moi de le mettre dans un compartiment pour pas que ça l'empêche mon jeu, mais pour que ça le nourrit. Donc, je suis un peu d'accord avec André là-dessus. Que je vais pas faire le vide total. Je vais quand même en garder un petit peu. C'est là, ça s'utilise. Peut-être que tu vas pogner une dramatique que tu veux comme
Exerciser tes demons dedans. Quelque chose. Pourquoi Mais tu pas? sais, là, tu sais, te laisser Ouais. pleurer ou je sais pas quoi. Ça dépend comment vulnérable t'es prêt à être, d'utiliser ces choses-là. Mais Ça oui. dépend aussi comment raw que c'est. Comme si quelqu'un casse avec toi ce matin-là, puis il faut que tu joues une game ce soir-là. J'imagine que du monde, c'est juste plus facile de pas engager avec ça. Donc, moi, j'ai déjà vu Ouais. du monde être dans des impros qui allaient miroirer une situation qui se passait dans leur vie qui était comme sensible. Puis activement, puis je trouve ça intéressant en fait, activement changer le parcours de l'impro pour éviter ce sujet-là parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas être capables de handler. Mais en même temps, moi, je trouve ça pas inintéressant parce que ça, là, t'as laissé ton bagage personnel affecter l'impro. Mais en quelque part aussi, en même temps, cette impro-là, elle allait peut-être être prévisible aussi parce que beaucoup des affaires comme ça finit par donner les mêmes impros, les impros de chicane de couple, les impros de ce genre de drame personnel-là. Ça a beaucoup le même genre de cheminement. Puis des fois, tu sais, tu switch gears parce que tu veux pas aller là. Des fois, ça peut donner des impros qu'on n'a jamais vus aussi. So, tu sais, ça, c'est une façon d'utiliser, laisser ton bagage personnel affecter l'impro, mais que ça peut donner quelque chose d'intéressant pareil. Des fois, ça m'est déjà arrivé comme d'avoir comme des moments très dramatiques dans ma vie, puis que c'était mon meilleur temps de jeu, puis qu'on n'a pas du tout parlé de qu'est-ce qui est arrivé dans ma vraie vie, comme je l'ai pas utilisé sur scène, mais on dirait le fait de jouer autre chose, de vivre d'autres situations, ça l'a comme fait nice, comme ça l'a fait un petit baume sur ma blessure, puis on dirait que ça l'a aidé. Puis je sais pas comment, je sais pas, quelqu'un d'autre pourrait peut-être l'expliquer, mais souvent, quand je vivais des choses très dark ou dramatiques dans ma vie, c'est là où je jouais le mieux. Aujourd'hui, c'est un peu différent, là. Je suis un peu plus vieille, alors je suis comme, on dirait que j'ai une meilleure gérance des émotions, des moments dans ma vie. Mais quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, souvent quand c'était des moments plus intenses dans ma vie, on dirait que je jouais mieux. Je sais pas si c'est parce que les émotions étaient toutes là, en haut, puis je faisais juste les pogner. Ce serait intéressant de voir pourquoi. Des fois, c'est peut-être un confort, là, tu sais, là, la chose que tu fais pour te faire filer mieux, pour oublier. Ouais. Puis je veux dire, en quelque part, l'impro, c'est souvent comme un gros rush d'adrénaline. Puis je veux dire, si ça va bien en plus, comme si t'es en train de bien jouer, t'as une grosse dose de dopamine, puis Oui, c'est vrai. Comme, le public m'aime, je suis en train de bonder avec d'autres gens, comme si c'est social, toute l'affaire qui t'est arrivée puis qui te dérange. Tu sais, là, t'es au sein d'une équipe où est-ce que, tu te sens peut-être accepté, tu te sens accueilli par un public, tu sais, t'es en train de réussir. Ça, j'imagine que ça peut tout jouer sur comment tu te sens après. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est vrai, libérer. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est vrai que ça libère pour toute la vulnérabilité qu'on s'impose, il vient aussi une sorte de système de soutien automatique. Oui. Quand on parle de ça, on parle souvent de comme le bagage émotionnel, comme quelque chose qui t'est arrivé. Avez-vous des trucs, vous autres, pour quand vous vous sentez juste pas bien physiquement? Comme vous avez super mal dormi, mais il faut que vous jouiez une game, ou vous êtes malade, vous avez comme une grippe, comme rien de grave qui te ferait manquer un match, mais tu te sens comme so. Avez-vous des trucs pour comme vous mettre dans un headspace de jouer malgré le fait que vous vous sentez comme à 50% énergie-wise? Ben, je me connais. Parce que aussitôt que la game commence, moi, je suis on. Fait que la maladie, le pied cassé, Le pied cassé. Le pied cassé! Qu'est-ce que tu fais dans l'arène avec un pied cassé? 4 orteils. Oh, 4 orteils, puis ça va arrêter cette année-là. T'es pas en train de faire des pirouettes comme Stéphane Bénard, là, avec son plâtre, là, mais ça m'a pas arrêté, moi. C'est ça, c'est pas important. Comme mal de dos, mal partout, qui est pas mal la vie après un certain âge. Si on est dans une game, il y a rien de ça. J'aurai mal après. Comme j'y pense même pas, ça s'en va. C'est comme c'est cette adrénaline-là ou whatever. Ça, j'ai pas besoin d'une préparation supplémentaire, sauf de savoir que pendant un match, ça sera pas un problème. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Même chose. Parce que comme tu as dit tantôt, Isabelle, comme le match, c'est de l'adrénaline. Alors, même si je me sens pas correct, je sais qu'aussitôt que je vais commencer, ça va disparaître juste pour un petit bout de temps pendant ce match-là. Puis après ça, souvent même, je me sens mieux après un match. On est tout en train d'aller dans du major fight or flight, là. C'est ça, la vie. Fight. Whatever qu'est-ce que l'équivalent, tu sais, quand c'est comme un char, comme, roule sur leur kid, puis le parent, comme, lève un whole char tout seul à cause de, comme, l'énergie qui vient avec ça. Ouais. C'est ça qui nous arrive, c'est ce qu'on dit. Puis je pense qu'il y a une des photos au secondaire quand on avait gagné le tournoi provincial. La capitaine, elle tient le trophée, puis moi, je suis en arrière, puis je suis de même. Parce qu'on vient juste d'avoir fini. Puis c'était comme le plus gros high là, de ma petite vie du secondaire. Là. Je venais de gagner le tournoi. J'étais juste finie. Là, j'avais tout donné.
Je pense que je suis de même sa photo. Oh my gosh. Et là, vous me voyez pas ceux qui écoutent en audio, là, mais j'avais de l'air d'un zombie. Mais c'est ça, l'adrénaline. Tu sais, quand t'en donnes beaucoup, là, comme adulte, après un match, habituellement, je suis toute pompée puis je veux continuer à jaser puis parler. Mais à ce moment-là, quand j'étais adolescente, cette dose-là d'adrénaline, j'étais pas habituée à ça. Fait que ça me faisait juste crasher après un match. Et dans le même sens, dernière question à Francis, est-ce qu'être payé pour jouer un match d'impro engendre une pression désagréable ou une motivation? La magie est-elle brisée? La pression vaut-elle la peine? On dit payer, mais ça peut être juste le fait que le match est payant, ça peut être que tu joues avec du monde de haut calibre, ça peut être... Ou t'es à la télé. T'es à la télé, oui, on a vécu ça. Fait est-ce que cette pression-là, est-ce qu'il faut se préparer en conséquent ou est-ce que finalement c'est sa préparation en soi, comme ça fait juste partie de cette adrénaline-là de plus? Moi, je pense que c'est une belle énergie. C'est vraiment comme... Quand c'est payant, je me dis, ben, ces gens-là ont payé pour voir quelque chose, donc, I gotta bring it. Faut que je l'emmène. Faut que ça soit à un autre niveau. Puis, je peux pas juste me réveiller une demi-heure avant le match, là. Ça marche pas. Comme je vous ai dit, comme moi, j'ai toute une petite préparation individuelle. Fait que si, admettons, c'est un show d'improtéines, par exemple, on avait déjà joué à la Nouvelle Scène à Ottawa. Je pense que c'était devant le conseil municipal ou quelque chose comme ça. C'était du monde, là, comme des élus municipaux, là, puis du monde important. J'ai comme, OK, ben, je peux pas faire n'importe quoi. Fait que on avait eu des rencontres avant, mais aussi moi, de mon côté, je me souviens que j'avais mes 3 tunes, j'avais un petit peu plus de réchauffement. Comme j'avais peut-être fait... des fois, j'aime ça faire des accents. Comme je vais juste faire des accents juste pour pouvoir délier un petit peu ma bouche là, puis ma langue. Ou je vais chanter un petit peu, mais je vais mettre un peu plus de préparation physique. Peut-être aussi que je vais m'informer qui est dans la salle, puis peut-être faire un petit survol Wikipédia ou quelque chose juste pour pouvoir avoir aller puiser dans l'info de ces personnes-là, pouvoir ramener ça plus tard comme dans une impro. Pas que j'en mets pas quand c'est pas payant, c'est juste quand tu payes, ben tu payes pour un produit, puis je veux m'assurer que le produit est à la hauteur de qu'est-ce qu'ils ont payé. On vient de l'entendre là, Josée, elle, a creep le public. C'est ça. Faire sûr que l'humour est bien adapté à leurs besoins. Moi, je t'imagine juste comme aller dans les détails vraiment personnels, là. T'es en train de mentionner comme les siblings, puis les... Pas comme ça, là, mais vous savez ce que je veux dire, comme si quelqu'un gagnait un prix ou une reconnaissance de quelque chose, ben là, je vais le mentionner. Tu sais, je vais dire, bon, c'est bien, hein, c'est pas tout le monde qui gagne un prix littéraire en 1995. Puis ça va faire ça va faire rire un petit peu la foule, ou la foule va être comme, hey, elle savait ça! Comme juste créer un lien avec le public. C'est comme si t'es en train de créer comme des inside jokes avec le public, sans que tu les connaisses pour vrai, tu sais. Oui, ils sont plus ouverts à qu'est-ce que tu as à donner après. Il y a personne qui le fait pareil, hein? Ça je pense que c'est personne fait la même chose. Il y a une différente préparation si vous êtes seul, si c'est juste vous-même, si c'est toute l'équipe. Mais je pense que chaque équipe devrait laisser un temps pour que chaque individu fasse son affaire. Il y en a qui ont besoin de se jaser, il y en a qui ont besoin d'être tout seul. Faut respecter ça parce que c'est un peu l'amorce avant d'entrer dans le match. Moi, j'ai pour mon dit que quand on parle d'impro match comme tel, fait que les troupes ont à se trouver leur propre routine, mais le match comme tel vient avec un élément de préparation, que ce soit l'arbitre qui vient de parler, que ce soit quand la musique décolle, ils disent ton nom, comme toutes ces choses-là que tu fais, l'hymne national qui était chanté dans certaines ligues à certains temps, tout ça faisait partie de, OK, ça me met dans le bon espace mental pour jouer. Donc, c'était tout built-in parce que tu t'habituais à cette routine-là. C'est comme s'il y avait comme un starter, là, que tu venais entraîner à, quand tu entends cette chose-là, quand tu fais cette chose-là, là, t'es prêt à jouer. Puis il y a des joueurs qui s'ajoutaient des superstitions par-dessus ça. Là. Mais à long terme, il y a tout, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies. Il y a aller chercher tous les personnages qu'on a dans notre vie quotidienne, comme Josée le fait. Il y a toutes les lectures, tous les visionnements qu'on fait, peuvent tout être utilisés et adaptés. On a donné un survol. Puis j'ajouterais à ça, en parler au sein de ton équipe. Parce que, en quelque part, comme, par exemple, personnellement, le côté compétitif peut être un mind killer pour moi. Mais si moi, je joue avec des gens qui sont super compétitifs, puis que pour eux, c'est comme, OK, je sais comment est-ce qu'on va totally déjouer l'autre équipe. Puis Dieu, ça les motive, mais moi, ça vient me dégonfler complètement. Si on parle pas de ça, si on discute pas de ça, comment est-ce qu'on va savoir? Puis je pense que c'est de créer quelque chose à l'intérieur d'une équipe qui fait en sorte que tout le monde peut avoir les côtés positifs de leur approche, mais que ça affecte pas négativement les autres joueurs de son équipe.
Puis tu peux faire ça en communiquant qu'est-ce que les besoins de tout le monde. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant qui devrait être fait. Puis je pense qu'à l'âge adulte, à cause qu'on n'a pas d'entraîneur, pour trouver ces liens-là, réaliser ça pour les joueurs, que je pense que à l'âge adulte, c'est encore plus important de communiquer ça. Alors, ce dernier conseil, on va terminer ça là. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Josée pour s'être prêtée à l'exercice. Merci à vous. C'était vraiment, vraiment un plaisir. Merci encore. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. À Lorient, en Ontario. C'est à Orléans. Qu'est-ce que j'ai dit? À Lorient. C'est une belle ville, mais je l'ai jamais visitée. À Lorient. Non. Veux-tu qu'après que tu dises catholique Garneau, je dis à Orléans, en Ontario? Non. Ça me bloque totalement. Excusez-moi. Oh mon Dieu. On va couper ça au montage. Non, on va garder ça puis on va te faire honte. My bad, couper ça au montage. Je pense qu'il y a une personne sweet, moi. Oui, beaucoup. On va couper ça au montage. On coupe ça au montage. Non, on va le mettre on va juste l'insérer dans son podcast à la fin. Oui. Sorry, donnez-moi juste une seconde, là, j'ai un désastre total. Oh non, t'as-tu renversé quelque chose? Oui, j'ai renversé plein d'eau sur mon laptop, fait qu'on va espérer que ça collapse pas d'ici les prochaines minutes. Mais elle est dans du riz. Déjà que j'ai passé devant un miroir, j'ai plein de sang dans la face. C'est bien chaotique faire un podcast, c'est dangereux. Ça n'a pas rapport. On va couper ça au montage.